Salut les poolers et bienvenue à l'unique épisode de la saison morte de 100% Pool, le podcast propulsé par Tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année, l'année prochaine, l'année passée. Bref, difficile à dire qu'on est dans cette entre-saison-là. Je vais être votre animateur spécial aujourd'hui. Oli est malade, donc il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Puis ben, ne sachant pas trop quand est-ce qu'il allait revenir sur pied, j'ai pris le lead de dire que je vais animer pour la première fois de la saison sur plus de 60 quelques épisodes. Donc, le camarade est en prompt rétablissement. Très heureux d'ailleurs, le camarade que le Canadien a repêché un joueur de la Russie, un bon vieux Gleb. Donc, c'est moi-même, Corbeau, qui va être avec vous aujourd'hui. Et j'ai un invité spécial, le Miracle on Ice des recrues, le Young Blood des Young Guns. Le Gordon Bombay des invités spéciaux et j'ai nommé Simon, l'élite des prospects Desjardins. Simon, comment ça va? Et salut, très belle intro. À date, tu t'en sors très bien là, comme animateur. Mais oui, merci beaucoup là, de m'avoir sur le show. C'est très apprécié. Ben, c'est très gros merci à toi d'être des miens aujourd'hui, des nôtres. Pour nos auditeurs, ça fait quand même 2 mois et demi qu'on n'a pas enregistré grand-chose. Personnellement, je suis en vacances depuis un peu plus que 2 semaines, fait que la rouille est quand même là, mais le repêchage, c'est toujours un bon moment pour se remettre un peu dans le bain. Sinon, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je veux dire que tu es dépisteur, tu es scout pour Elite Prospect. Tu es aussi animateur du podcast / vidéocast parce que tu as énormément de vidéos sur YouTube qui se nomme Briser la glace et tes collaborateurs à plusieurs podcasts. On a pu t'entendre récemment sur Dread sur le tape avec David Bocage. Bref, tu es vraiment une référence pour tout ce qui s'appelle jeunes joueurs de la Ligue nationale. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va répondre à la fameuse question que tu te fais probablement poser à toutes les drafts. Dans mon pool de hockey, si j'ai un dynastie, si je dois repêcher des jeunes, lequel que je repêche. Donc, on n'est pas à la recherche du meilleur joueur disponible parce que DJ Club, Slavin, ils vont y en avoir dans chacun des drafts, mais c'est pas super payant dans un pool de points. Puis, prévoir des tirs bloqués, c'est quand même difficile à un genre à 17-18 ans. Donc, tu nous as concocté. Bon, je t'avais demandé un top 20. C'était un peu le mandat que je t'ai donné. Tu nous as fait un top 30. Fait que tu as quand même donné 50% plus de matériel. Mais j'aimerais juste savoir comment tu les as triés. Parce que, tu sais, le plafond d'un joueur, le plancher, sa certitude de jouer, le contexte, comment tu as fait pour prendre une décision et te dire, ben ce joueur-là a plus de chances. Tu devrais le sélectionner avant l'autre, en fait. Ben, écoute, c'est vraiment pas évident comme exercice. Puis comme tu dis, moi, c'est évidemment des questions qui reviennent souvent quand je demande des questions aux auditeurs. Là, tu sais, j'ai souvent des questions. Qui tu penses qui va produire plus entre tel joueur et tel joueur? Fait que clairement, c'est des questions pour les poolers. Fait que je suis content qu'on va pouvoir aborder la question une fois pour toutes. Évidemment, il y a plein de manières là, qu'on peut aborder ça. Là, on a abordé ça d'une manière plus pour les points. Donc, évidemment, on regarde pas nécessairement, comme tu dis, toutes les autres stats périphériques qu'il pourrait avoir. Ce qui est difficile dans un exercice comme ça, c'est que moi, je vois qu'il y a 4 facteurs. Donc, il y a un facteur vraiment plafond. Donc, c'est quoi le potentiel maximal d'un joueur? Et également, c'est quoi son plancher, en quelque sorte. Puis la différence entre les deux, c'est un peu le facteur risque, si on veut. Mais il y a 2 autres facteurs dans le cas des espoirs que je pense qu'ils sont non négligeables. Le premier, c'est les opportunités, ou du moins le contexte dans lequel un joueur est repêché. Puis il y a un exemple parfait pour ça que je nomme à maintes reprises, mais Xavier Villeneuve, par exemple, qu'on considère comme étant le Lane Hudson québécois. J'arrêtais pas de dire, s'il repêchait à Montréal, ça pourrait être catastrophique un peu pour son développement. Mais s'il aboutit à San Jose ou à Chicago, comme il a abouti, ben là, si on lui donne les rênes du premier powerplay à Chicago, ça vient considérablement changer sa projection. Donc, le contexte, c'est pour moi le troisième facteur important. Puis, il y en a un autre, puis c'est à quel point le joueur est prêt de la LNH. Donc, évidemment, ça, c'est plus un facteur peut-être pour les poules à plus court terme ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a des joueurs là-dedans que ça va leur prendre 2, 3, 4 ans avant de joindre la LNH. Mais Donc, c'est ça long, vaut-tu la 4 ans peine? quand même dans un pool. Là. C'est un long commitment Ben, de dire dans 4 ans, il va me faire 40 points. Là. C'est quand même ben un c'est bon. ça. Fait que moi, je pense que ça, c'est un facteur à considérer beaucoup dans les repêchages de cette année. Mais encore là, est-ce que tu es mieux de repêcher un gars qui va jouer dès cette année, mais qui est pas mal plafonné à 40-50 points, ou tu es mieux un gars l'attendre, mais il y a quand même un plafond de devenir hit un 70 points. Fait que j'essaie de me faire une petite formule pour essayer de classer tout ça. C'était quand même pas évident. Fait que au final, je l'ai un peu rechangé à la main, je l'ai un peu vibé moi-même selon comment que je vois ça.
mais je pense que l'important, c'est j'ai raggloméré, en fait, certains profils similaires ensemble. Puis au final, pour moi, puis je dis la même chose pour quand je fais des classements d'espoir, des listes d'espoir, au final, c'est des tiers qui sont importants. Mhm. Fait que si tu es capable de regrouper des tiers, mettons, de 5 joueurs, après ça, tu sais, ça va être des saveurs tu sais, similaires ou, en fait, comparer des pommes avec des oranges, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, comment tu veux comparer un attaquant qu'un défenseur? Rendu là, c'est que ça dépend de ton contexte dans lequel tu vas sélectionner. Fait que je Oui, préfère faire c'est ça, des tiers, puis on pourra l'aborder un peu comme ça aussi, hein. excellent. Écoute, moi, je suis quand même un bon détracteur des jeunes dans un pool d'hockey. J'haïs ça. I don't like kids. Parce que justement, je trouve que, non, mais je trouve que le facteur risque est tellement grand. Ouais. Tu sais, c'est difficile de dire que. Puis, je vais prendre un exemple de Porter Martone qui, qui est disponible Mmh. dans un des pools que je fais parce que bon, on prend pas beaucoup de jeunes dans l'année. Puis, il est arrivé après le dernier balotage. Fait que c'était comme. Puis, bon, il y en a plusieurs qui sont je vais le sélectionner rapidement. Je suis comme, mais il peut très bien faire 45 points, Porter Martone, s'il a une bonne fin de saison. Puis, je trouve que c'est comme dangereux. T'as-tu comme cette parce que tu en regardes, pas mal plus que moi. Est-ce que tu as ce sentiment-là quand tu fais un pool ou comme tu tombes en amour des fois de certains jeunes puis tu dis: «Ah, il va à 20 ans, il va faire 90 points». Tu sais, c'est-tu dans ton Ben, moi, thinking je ou, vais être honnête avec vous, je suis pourri dans mes poules parce que je suis trop émotif. Je repêche beaucoup des jeunes que j'adore, même si je sais que, tu sais, ça se peut que Michael Granlund fasse plus de points, là, mais ça me tente pas de repêcher Granlund, ça me tente de repêcher ouais, le pour gars gagner, il faut nowhere. que tu fasses des choix plates. Une équipe C'est beige a plus de ça. chances de gagner. Exactement, mais c'est ça. C'est ça, dans mes plus gros pools, j'essaie d'y aller plus beige, mais dans mes pools, pour moi, que tu sais, on est des pools à 20$ qu'on reset à chaque année, ça me dérange pas trop. Je veux m'amuser, je veux avoir des joueurs que je suis. Fait que moi, je suis pas une bonne référence pour ça, je te dirais, mais ouais, j'ai essayé d'y aller avec des choix, je pense, qui pourraient peut-être parler. Puis d'ailleurs, tu sais, dans mon podcast, je fais un épisode pool à chaque année. Mmh. Puis le running gag, en fait, c'est que je parle des gars un an trop tôt à chaque fois. Tu sais, Radish, là, c'est pas cette année que je l'avais ciblé comme une cible, c'était l'année d'avant. Ouais. Fait Mais que je c'était suis pas tout un le temps mauvais une année choix. trop tôt. Fait C'était pas que, un mauvais choix l'année d'avant, juste pas que tu le prennes trop tôt, mais il a quand même fait, je pense que c'est 39 en 73, c'est ça? Quelque chose de même. T'es comme, tu sais, c'est non négligeable, mais bon, je suis d'accord avec toi puis que c'est même, pas je le. pense, tu sais, des gars comme Gage Gonsalves, je l'avais parlé il y a comme 2 ans. Fait que, tu sais, fait que, à mes auditeurs, cette année, écoutez l'épisode de l'an dernier. Ça C'est une bonne référence. Ben, on va commencer, on va lancer dans le vif du sujet. Je pense qu'il Yes. il y a un nom qui est sur toutes les lèvres et c'est celui de Mhm. Gavin McKenna. Bon, j'ai ton classement sous les yeux. Tu l'as mis premier, je pense, par obligation, là. S'il n'était pas premier, il y a moins d'utilité. Mais jusqu'où il peut se rendre? Ben, et cette année, là, donc dans le contexte à Toronto, qui a quand même une bonne attaque, là, et à long terme, est-ce que c'est vraiment un joueur qui va être productif ou est-ce que il y a une chance qu'il devienne un genre de Lafrenière en termes de production? Ouais, non, moi, je vois vraiment le plafond beaucoup plus élevé là, qu'un Lafrenière, par exemple. Je pense que je fais partie des optimistes encore du point de vue pour McKenna. Il y en a beaucoup qui voient un plafond de 100 points pour lui. Moi, je suis prêt à dire qu'il pourrait être dans quelques années parmi les meilleurs pointeurs de toute la LNH. Moi, je pense qu'on parle vraiment d'un talent spécial ici. Oui, saison en dents de scie, mais si on regarde sa deuxième moitié de saison, je veux dire, c'était on par avec tu sais, les Jack Eichel, Macklin Celebrini et compagnie parmi en fait, dans les meilleures productions pour un joueur de cet âge-là dans la NCAA. Tu sais, je vois quand même encore, moi, beaucoup de Patrick Kane dans sa manière d'attaquer, d'entrer dans la zone, dans sa manière de jouer en général. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est pas si farfelu, tu sais, qu'il pourrait éventuellement marquer un 120 points ou quoi que ce soit. Mais Ah encore une ouais, à ce fois, point-là? encore une fois, ça dépend tout le temps du contexte. Tu sais, évidemment, si Austin Matthews s'en va, ça complique un peu les choses. Mais s'il joue avec Austin Matthews, ça pourrait quand même être explosif, dans le sens que McKenna, c'est un passeur. Tu sais. Fait que je pense que ça pourrait faire un duo hyper dynamique, mais c'est ça dépend toujours du contexte. Tu sais, tu dis que c'est le nom qui est sur toutes les lèvres, mais en toute transparence, j'ai eu de la misère quand même à départager. McKenna et Ivar Stenberg, pour moi, sont dans le même tiers cette année. Mmh. Tu sais, je sais que j'avais fait une petite formule là, avec justement Ouais. le plafond, le plancher, la certitude et la prétitude à jouer dans la LNH. Puis McKenna a battu Stenberg par un petit point. C'était très, très, très minime. Parce que justement, Stenberg, je pense que son plafond offensif individuel est plus limité que celui de Gavin McKenna. Stenberg est un joueur plus complet en termes de
plafond offensif, de talent offensif. McKenna est pour moi une bonne coche au-dessus. Sauf que Stenberg, le contexte dans lequel il va jouer, ne sera pas plate. Tu sais, aux côtés de McLean Celebrini, surtout à long terme, je pense que Ivar Stenberg est un choix autant, sinon aussi bon que Gavin McKenna. Là. Mais parlant de Sternberg, tu l'as classé deuxième, là, par un Ouais. point, comme tu dis. Est-ce que. Moi, c'est la question que j'ai pour Sternberg. Parce que McKenna va faire partie, tu sais, avec le départ de Marner, il va jouer en avantage numérique. On s'entend que sa place est pas mal acquise avec Nylander, Tavares, McKenna et bon, ça risque d'être Radish. Là. On a tout fait pour ne pas avoir Morgan Riley à Toronto en avantage numérique. Est-ce que Stenberg va vraiment jouer cette année en avantage numérique? Si on se dit là, que McKenna il risque d'amasser peut-être une soixantaine de points. Là. Je ne vais pas te mettre une prédiction dans la bouche, là, mais je pense que c'est quand même correct de penser qu'il va aller chercher sa part de points. À San Jose, tu as quand même un potentiel avantage numérique de Celebrini, Smith, qui sont pas mal assurés de s'y retrouver. On a Michael Misa qui est là. Et là, ensuite, tu as quand même un choix de Chernyshov, de Colin Graff, qui est là. Tyler Toffoli, il n'est pas disparu non plus, qui est quand même capable de jouer. Est-ce que Stenberg a vraiment sa place acquise sur cet avantage numérique-là ou ça pourrait, évidemment, à très court terme, jouer en sa défaveur? On s'entend que dans 2 ou 3 ans, ça me surprendrait que Chernyshov ou Colin Graff le prennent sa place. Mais tu sais, j'ai l'impression que les Sharks veulent avancer un peu vers l'avant. Même Kiefer Sherwood pourrait se mettre en avant du but puis faire dévier des rondelles. Là. Fait tu sais, ça peut-tu lui nuire à très court terme ou pour toi, il est vraiment, vraiment sur une classe à part? Ouais, je veux dire, peut-être. Il y a quand même une certaine incertitude ici, mais je pense que, tu sais, si on regarde justement cette banque d'espoir-là ou de joueurs, en fait, qu'il y a chez les Sharks, Stenberg, c'est parmi les cerveaux de hockey les plus développés qu'il y a. Tu sais, Jake McKenna, c'est le gars le plus talentueux de ce draft-là en termes tu sais, de main et vraiment de soft skills qu'on appelle. Mais Stenberg, c'est probablement le gars le plus intelligent de ce QV-là. Là. Donc, moi, je vois pas vraiment de raison de ne pas le faire jouer sur une première vague d'avantages numériques. Je pense que même avec, c'est ça, Celebrini, Smith, ça pourrait être électrisant. Puis, tu sais, je suis un très grand fan de Michael Misa, mais peut-être que ça va être le gars à écoper. C'est quand même Euh, fou de dire que Malcolm Missa pourrait ne pas être sur un premier power play, c'est mais ça. Puis, tu sais, je pense qu'il adore Stenberg pour l'avoir pris, tu sais, par-dessus des défenseurs, alors que les Sharks ont besoin cruellement d'un défenseur numéro un. Ça veut dire qu'ils voient Stenberg dans leur soupe, là, ils ont échangé William McLean clairement pour le repêcher. On pour faire de la s'entend que place. c'était un peu écrit dans le ciel, mais fait que pour toi, McKenna, on va dire une soixantaine de points. Tu le vois-tu faire plus à sa saison Ben, recrue? ouais, sa saison recrue, ben, moi, je pense, ouais, on est dans ces eaux-là. Tu sais, dans les bonnes recrues des dernières années, on était pas mal, je pense, La dans demi-dog, là, ces. comme type de production. Là. Ouais, absolument. Tu sais, je pense que l'adaptation à la LNH va être plus difficile pour McKenna. Tu sais, Stenberg, il jouait déjà contre des adultes, contre des messieurs, que je dis en Suède. Puis, je veux dire, il y a eu la deuxième saison la plus productive de l'histoire de la SHL pour un joueur à son année d'admissibilité au repêchage. Depuis, en fait, un des deux Cédine, il me semble, Quand c'est même. Hein. Daniel. Hey, Ben, tu sais, c'est ça. le gars est rendu à la retraite. Ben, c'est sûr, tu sais, en même temps, il n'y a pas eu une tonne de joueurs qui ont joué en SHL à cet âge-là, mais ça reste que c'est un exploit définitivement à noter. Mais tu sais, ça, McKenna, c'est un talent spécial comme on a rarement vu, en fait. Tu sais, je veux dire, on le comparait à Connor McDavid là, il y a encore quelques années Ben, de ça. ses Là. Je veux dire, c'est statistiques pas en disparu. Là. WHL, c'est complètement ridicule. T'sais, on Tu s'entend sais, que s'il était resté là, il aurait fait 200 points. Là. Ça aurait été une saison de c'est- Mario Lemieux avec les voisins de Laval en je sais pas trop quelle année. Fait que, c'est quand même c'est ça, intéressant. faut remettre en contexte. Moi, je pense que McKenna, tu peux pas passer à côté de McKenna, je crois. Puis, tu sais, c'est un OK. peu le raisonnement derrière le repêchage. Tu sais, parce que ça pourrait venir tord-mordre, je pense, plus tard. Tu sais, si McKenna devient un gars là, stédé au-dessus de 100 points, puis Stenberg, on parle plus d'un gars de 80-90 points, peut-être, je sais pas. Mais en même temps, Celebrini, il a surpassé toutes les attentes cette année, tu sais. Puis, Mais en même temps, à San Jose, ils ne peuvent pas tout faire 90 points. Tu peux pas avoir mis ça à non. 90, Smith à 100, Celebrini peut bien faire 180 points, ça ne me surprendrait pas. Là, je pense que ça n'a aucun sens. Il est tout seul dans son équipe en ce moment, Mhm. puis ça le fait, mais je suis quand même. Ben écoute, moi, Ben, moi, je pense que c'est deux excellents choix. Là. tu peux pas te On se trompe tromper. pas. Non. Tu as un sure shot, puis tu as, un coup de tir. Mm. Tu as parlé de la deuxième meilleure saison de la SHL. Il y en a un autre, Suédois, jeune Suédois, petit Suédois d'ailleurs, qui était classé troisième. Je suis quand même surpris. Je sais qu'il est plus NHL ready. On parle de Vigo Bjork, mais il n'y a pas beaucoup. Tu sais, son plafond est relativement limité. C'est ce que tu as écrit dans tes notes, mais c'est quoi pour toi un plafond limité pour Bjork?
Tu le vois de quelle façon? Je pense que j'étais un des pessimistes sur Bjork en termes de son Ben, plafond. Fait que là, moi, je t'ai écouté beaucoup, fait que je te lance une perche parce que, ben, fait que moi, les petits ouais, joueurs, j'ai de la misère. Tu sais, moi aussi. Marco Rossi, c'est le comparable, puis j'ai de la misère à voir comment, tu sais, avec le Wild, il y a eu de la difficulté à se faire une place. Puis même avec Vancouver aujourd'hui, il est pas capable de prendre cette place-là de centre numéro un. Fait que, tu sais, je suis pas convaincu. Fait que je vais te laisser le descendre puis pour Ben, Bjork, mais j'ai tu l'as quand même essayé mis de troisième, fait que je suis surpris. ben c'est ça, puis tu sais, je l'ai même pas dans mon top 10 dans mon classement personnel, mais j'essayais ici d'être objectif, en fait. Puis, le raisonnement, c'est que Bjork, partout ce qui est passé, il a été sensationnel, tu sais. L'an dernier, il a battu le record de points en Juvin national pour un joueur, de moins de 17 ans, puis il était âgé de 16 ans. Ça, il est arrivé en SHL, il a commencé sur un 4e trio, puis il a monté jusqu'à premier centre de l'équipe. Pas juste premier trio, premier centre d'une équipe de la SHL, puis pas n'importe quelle équipe, c'était Gardens devant Anton Frandel. Puis, écoute, il a été vraiment la pierre angulaire de cette équipe-là à 17 ans. C'est majeur. Il a été le meilleur joueur pour équipe Suède junior au championnat U20. Puis après ça, il est retourné en J20 national. Puis il a fait, je pense, c'était 20 points en 9 matchs, si je ne m'abuse, en séries éliminatoires. Fait que, tu sais, le gars, il a du talent. C'est pas un talent au niveau, justement, Stenberg, McKenna, mais c'est un chien. C'est un gars hyper intelligent, travaillant. On parlait justement de Marco Rossi, mais les Logan Stankoven et compagnie. Euh, En saison régulière, ce sera peut-être pas le gars qui va te faire un 80 points, mais moi, je pense que ça va être un gars que Steady pourrait amener un 50-60 points. Mais la raison pour laquelle j'ai mis là, je pense, c'est la certitude, la stabilité qu'il apporte. Euh, Et puis Puis le manque aussi, de ben, je pense. profondeur chez les Jets, là. Je veux dire, les Jets, offensivement, à part le premier trio, Hmm. c'est de la vache maigre, là. Fait que peut-être qu'il va y avoir des opportunités, justement, mais aussi, c'est que moi, j'ai espoir que. En fait, je pense qu'il est prêt à jouer dans la LNH. Est-ce que ça va être cette année? Est-ce que ça va être en milieu de saison ou l'an prochain? Je le sais pas, mais d'ici un an, Vigo Bjork est dans la LNH. Fait que moi, c'est une des raisons. C'est le niveau vraiment certitude qui m'a fait le classer aussi haut. Mais d'un point de vue talent individuel, j'ai jamais été le plus vendu, mais c'est ça. Je vois aucun risque avec cette sélection-là. Je vais te passer dans tes tiers parce que j'aimerais qu'on parle de 4 défenseurs puis que tu les Ouais. compares d'une certaine façon parce que bon, moi, j'adore les défenseurs dans un pool. Je pense que c'est ce qui nous fait gagner parce que c'est rare d'avoir des défenseurs qui sont productifs. La baisse de production est très, très, très rapide. Chase Reed a été le 4e défenseur choisi au repêchage par Seattle, qui est quand même une bonne prise. Je pense que c'était nécessaire de leur côté. Mais j'aimerais que tu me les compares avec Smith, qui a été repêché par les Rangers, Carson Carroll par les Flames, puis Daxon Rudolph, qui a été, une certaine surprise, le premier défenseur sélectionné par les Sabres. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton classement? Je l'ai dit dans l'ordre, là, donc tu as vraiment mis Chase Reed en avant de tout le monde, pour un pool, évidemment. Donc, explique-moi pourquoi ce classement-là est fait pour un pool de hockey. Euh, Smith, son potentiel offensif me semble relativement limité, mais peut-être que je me trompe à ce niveau-là. Ouais, ben pour moi, Chase Reed est probablement celui qui a le plus de potentiel de devenir un défenseur numéro un dans la LNH. Puis là, en étant à Seattle, je pense que l'opportunité est là également pour lui de prendre cette chaise-là et de non seulement possiblement devenir leur carrière sur le jeu de puissance, mais surtout de jouer des grosses minutes à 5 contre 5. Évidemment, un défenseur, il y a quand même beaucoup des points qui vont venir sur l'avantage numérique, mais je pense que c'est pas hors de portée pour Chase Reed d'avoir cette chaise-là à long terme. Euh, Encore là, tu sais, je pense que je suis dans les très optimistes envers Chase Reed. Ben, chez les prospects, on l'a été là, toute l'année. On parlait, nous autres, d'un top 3 avec McKenna, Stenberg, Reed. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont pas d'accord avec nous, mais nous autres, c'est quand même unanime au sein de notre équipe. C'est ça, le défenseur avec le plus haut potentiel. Ceci étant dit, si on prend Daxon Rudolph, justement, que tout le monde voyait Chase Reed sortir Mhm. 4e à Buffalo, finalement, ça a été Daxon Rudolph. Rudolph a un plus haut potentiel offensif, je crois. En termes de vraiment pur upside, Quand tu dis plus haut Rudolph, potentiel, là, c'est en termes de points, c'est quoi Rudolph? Tu pourrais le voir faire 70 points puis Reed un 55-60 ou c'est plus bas que ça? ben, je parle vraiment en termes de, vraiment de Potentiel, là. talent. Tu sais, Rudolph, là, c'est vraiment plus un gars qui va oser offensivement. Tu sais, puis c'est le gars qui a vraiment plus un profil carrière jeu de puissance. Tu sais, Reed,
je pourrais voir un scénario dans lequel c'est le numéro 1 à 5 contre 5, sauf qu'on pourrait peut-être préférer un gars un peu plus dynamique sur le jeu de puissance, tandis que Rudolph, tu sais, c'est ton clair gars que tu vas avoir Genre, sur genre ton jeu de Chase Reed, c'est un puissance, genre de là. Seth Jones, là. Tu peux le mettre en avantage numérique, il va faire des points, mais c'est pas nécessairement Spurlin Ben, tu sais, Hudson, pas nous, le dynamique. comparable, comparable, tu sais, qu'on avait pour Chase Reed, c'est un, et tu sais, évidemment, là, on parle de plafond Oui. absolu, là, tu sais, mais c'est un genre de, un blend entre Werenski puis Jake Sanderson. Tu sais, je peux voir une possibilité, mettons, qu'un nez Seattle se ramasse. Tu sais, mettons, s'il avait drafté aussi tu sais, Xavier Villeneuve, par exemple, il aurait pu passer devant, tu sais. Mais dans le cas de Daxton Rudolph, tu sais, c'est vraiment un potentiel de PP1. Le problème, c'est pourquoi j'ai classé Rudolph 10e ici, c'est qu'il est à Buffalo. Il faut qu'il Ouais. passe devant Darlene puis tous ces gars-là. Puis je suis pas convaincu qu'il va y avoir tant de glace à 5 contre 5 également à cause justement de la tralée de défenseurs qu'il y a à Buffalo, mais C'est aussi parce que effrayant. Rudolph, c'est un gars qui a des lacunes au niveau de son patin, puis de son jeu défensif, puis de son engagement physique, tandis que Reed est beaucoup plus complet à ce niveau-là. C'est pas parfait, mais il est quand même une coche par-dessus, je crois, Daxon Rudolph. Puis Fait Smith et que, Carrolls, c'est Carrolls a quand même fait équipe Canada Junior, là. C'est quand même surprenant qu'il ait été pris après certains défenseurs. Est-ce que ces gars-là ont un potentiel offensif? Tu sais, dans leur potentiel offensif, t'es vois-tu plus proche d'un ouais, 40-45 le ou ils moi, c'est peuvent ça. quand même passer? J'ai Reed, Smith Carrolls pour moi sont égales, puis j'ai OK. Rudolph à cause du facteur risque. Mais pour moi, Schmitz puis Carroll, c'est deux profils très, très, très similaires. C'est deux gauchers très, très, très mobiles, mais que je ne sais pas à quel point l'apport offensif va être transposable dans la LNH. C'est pas des gars que je vois justement piloter un avantage numérique, peut-être un PP2 dans le bon contexte, mais je pense que ça va être des gars pour jouer sur un top 4. Tu sais, on parle un peu profil isolateur. Je pense que sont trop offensifs pour être catégorisés comme isolateurs, donc un gars plus défensif pour jouer avec un gars offensif. Mais tu sais, c'est des gars qui ont produit partout ce qui sont passés quand même. Tu sais, Carroll, il a connu une saison très sous-estimée, je pense, dans la WHL. C'est la meilleure saison pour un gars de 17 ans depuis Niedermeyer, me semble, Ça, dans la ça date. WHL. Fait que, tu sais, c'est à prendre quand même avec un grain de sel, mais tu sais, Schmitz et Carroll, c'est des gars hyper complets. Beaucoup plus complets que Reed et Rudolph. C'est des gars qui vont être physiques, qui vont être solides défensivement. Dans des Mais, multi-categories, ça peut être intéressant d'avoir ces gars-là parce que c'est sûr qu'ils vont bloquer définitivement, des tirs. Puis, ouais, c'est des gars qui vont jouer dans toutes les situations. Ils vont jouer des grosses minutes. Puis, tu sais, évidemment, tu sais, Carrolls à Calgary, moi, je pense qu'on va voir une paire de Carrolls ouais. et Nemetz. En fait, là, je pense que tu t'attendais à ce que je dise Parek, hein? Non, Mais, pas du tout. Pas du tout. OK. Pareil, il n'y a pas le choix. Tantôt, tu décrivais que c'est un joueur qui n'était pas nécessairement défensif. Je pense que Nemec est un peu dans le même Hmm. moule. La rondelle, elle va circuler. Parek a besoin de jouer avec Ben Sherratt. Tu sais, un gars qui joue du Ben, bâton, en du fait, Sherwood. Là. je pense que ouais, Ah Carroll ouais? peut devenir ce gars-là. Là. Tu sais, c'est un gars très, tu sais, qui bougeait la rondelle beaucoup dans la WHL, Carrolls, mais je pense que dans la LNH, il va peut-être se poser un petit peu et devenir un gars un peu plus défensif. Mais tu sais, parmi ces gars-là, Carrolls est probablement le meilleur défensif, un des plus robustes, mais c'est un gars qui bouge la rondelle aussi. Tu sais. Mais je suis pas convaincu tant que ça du plafond offensif. C'est pas le gars le plus créatif offensivement. Il va transporter la rondelle de bleu à bleu. Tu sais, il va sécuriser l'entrée de zone, mais après ça, c'est pas aussi créatif qu'un Rudolph ou un Chase Reed. Fait que c'est un peu ça pas qui me fait peur, mais qui limite peut-être son plafond. Mais en même temps, tu lui donnes des minutes de jeu, tu le fais jouer avec un Parek ou un Mais Nemetz, en gros, puis ils vont jouer en désavantage numérique. Puis ça va, tu sais, s'ils jouent 23-24 minutes puis qu'ils en passent 3 ou 4 par match en désavantage, tu as moins de chances, mhm, 5 contre 5, après ça, de générer de l'attaque. Même si tu même si tu le PP2, là, c'est comme un peu à la Moritz Seider. Là, tu joues tellement dans ta mhm, zone, tu prends tellement de mise en jeu dans ta zone défensive qu'avec un troisième trio ou un joueur de centre plus défensif, c'est difficile d'avoir une passe secondaire par-ci par-là qui te permet mhm. de passer d'un 45 à un 50-52 points. Ouais. C'est ça qui fait peut-être la Mais tu sais, je différence vois entre quand même ces des gars. gars, c'est sûr, une quarantaine de points là, ici en Schmitz puis Carrolls. Mais Carrolls, là, ce qui me fait peur, c'est que tu sais, je pense que c'est le match parfait pour jouer, mettons, avec un Zane Parek, même si Zane Parek a dit qu'il voulait jouer à gauche la saison prochaine. Mais Zane Parek, c'est lui qui va avoir le premier power play. Fait que Ouais. le premier Mais en power même play à temps, tu Calgary, regardes Carrolls Mathias l'aura pas. Là. Samuelson à Buffalo, il joue avec Darlin, puis il est allé chercher ses points Ouais. avec des passes, en jouant avec le meilleur trio. Fait que, tu sais, mais je suis d'accord avec toi que quand tu n'as pas le premier avantage numérique, le plafond devient rapidement limité. Ouais, Puis fait que c'est là c'est ça, un Reed puis Rudolph sont plus intéressants peut-être qu'un Schmitz puis Carrolls, mais Schmitz puis Carrolls, c'est des valeurs sûres contrairement à Rudolph.
Excellent. J'aimerais que tu me parles maintenant de deux néo-baby, je ne sais pas si c'est l'expression, Nepo Nepo. baby. Nepo baby. Caleb Malhotra et Wyatt Collin, tu les as mis dans le même tiers, un à côté de l'autre, en fait, en 5e et 6e place. Malhotra, 3e au total par Vancouver. Parce que Wyatt Collin, qui est quand même un riser cette saison, qui était riser dans le sens où il est passé de 5 pieds et 1 à 6 pieds 7. Quand même impressionnant d'avoir ces poussées de croissance-là. J'aimerais savoir, c'est quoi ta lecture? Tu sais, Malhotra, on s'entend que même si c'est un bon joueur, je veux dire, à Vancouver, c'est pas. Ça c'est la famine. Là. On reconstruit from scratch. Mhm. Ça va quand même prendre un peu de temps avant que ça devienne peut-être un gros producteur. Wyatt Cullen, je suis surpris de le voir aussi haut dans ta liste, honnêtement, mais ouais, ça m'intrigue. Ouais, ben en fait, Caleb Malhotra, tu sais, évidemment, je pense que ça va être difficile. À Vancouver, ça ne sera pas un contexte évident. C'est pas un gars non plus qui va joindre la LNH l'an prochain. Je pense que ça va prendre au moins 2 ans. Mais, tu sais, il y a des belles années de repêchage qui s'en viennent. On a vraiment d'autres espoirs exceptionnels qui s'en viennent dans les années à venir. Fait que si Vancouver ajoute encore quelques espoirs de premier plan d'ici là, ça pourrait débloquer plus vite qu'on pense, là, tu sais. C'est vraiment des belles années pour repêcher dans la cave en ce moment. Puis Malhotra, c'est un centre, c'est possiblement leur centre d'avenir. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup d'espoir dans ce joueur-là. Fait que c'est ce qui me rend quand même confiant qu'il va pouvoir devenir un bon producteur. Est-ce que le plafond est si élevé? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Mais tu sais, on cherche un gars qui a quand même une belle certitude, un beau plancher. Puis c'est ce qui m'intéresse chez Caleb Malhotra. À l'inverse, Wyatt Collin, fils de Matt Collin, c'est pas le même genre de joueur que son père. On m'a dit que Caleb Malhotra, c'est pas Non le même plus. type de joueur que Sont son père vraiment non plus. En plus. fait, les Colin et Malhotra, père, étaient quand même dans des styles semblables. Ouais. Les fils sont un peu plus talentueux. Là. Oh, oui, c'est ça. Tu sais, Caleb est quand même très dynamique, est assez fougueux. Mais ça, Wyatt Collin, tu l'as dit, c'est un gars qui a eu une grosse poussée de croissance, qui a passé de 5,5 à 6 pieds 1 en genre 18 mois. Mais c'est parmi les meilleures mains du draft. C'est un gars hyper dynamique. Tu sais, c'est un fabricant de jeux dynamique et crafty. J'ai pas le mot en Correct. français, mais tu sais, super agile avec ses mains. Tu sais, que on comparait, tu sais, dans les mêmes eaux que les Logan Cooley, Trevor Zegras, puis tu sais, même quelqu'un, un scout anonyme de la LNH, qui a parlé de Jack Hughes là, dans nos citations anonymes dans le guide du repêchage. Je pense que c'est peut-être très optimiste, mais tu sais, on Comme profile un peu à la fabricant de bec. jeu, comme type de joueur. Là. Ouais, c'est ça. Puis, il n'est pas hors de question qu'il évolue au centre non plus. Puis, tu sais, Nashville, évidemment, en tout cas, c'est pas la meilleure équipe, mais s'il se ramasse aux côtés de Brady Martin, disons, d'ici quelques années, tu sais, Martin, c'est tout qu'un finisher, un beau poteur. Wyatt Collins, c'est un excellent distributeur de rondelles. Ça pourrait être un duo très, très, très intéressant. Puis je pense que Collins, c'est le genre de gars qui va jouer sur un avantage numérique. Tu sais, il est tellement bon avec la rondelle. Puis tu sais, tu dis qu'il est haut, mais nous, chez Elite Prospects, on l'a classé 6e et je l'avais personnellement 5e sur ma liste. Quand même. Parce que, OK, il est peut-être plus risqué ou que d'autres choix. Tu sais, mettons, si je compare avec Viggo Björk, qu'on sait qu'il va jouer dans la LNH très rapidement, puis on sait ce qu'il peut nous apporter. Wyatt Collins, c'est qui est sur une courbe de progression très agressive. Mhm. Donc, ça peut vraiment exploser encore plus, tu sais. Mais c'est ça. Il y a quand même un risque, non seulement à cause de Nashville, mais aussi à cause de ce genre de profil-là. Tu sais, on a vu des Ken Johnson, des Trevor Zegras, ils n'ont pas nécessairement rempli les attentes qu'on avait Ouais. envers eux autres. Mais en même temps, de l'autre côté, Beckett Seneca a complètement explosé cette saison. Tu sais. Fait que moi, je pense que c'est des beaux guesses à prendre, honnêtement. Là, moi, c'est le genre de joueur que j'aime prendre une swing dessus. Là. Puis tu le vois faire. C'est quoi ton range pour Colin? C'est-tu un 50-90 ou t'es plus optimiste? Ou je sais pas, 50, je trouve ça quand même pas mal, mais je sais pas, c'est quoi Ah, ta fourchette? j'ai pas tant réfléchi à Mais ça, mais tu sais, tu le moi, je vois-tu pense faire un point par match? ben, je pense qu'il a le talent pour. Honnêtement, il est excessivement talentueux, tu sais. Puis là, en plus, ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec le gabarit qui vient de s'ajouter, là, il y a des nouvelles possibilités de devenir encore plus intense et Puis fougueux. Puis, à cette vitesse-là, il n'a pas grandi. Il n'a pas fini. Là. Il a hmm. 17-18 ans. Là, fait qu'il reste peut-être un pouce ou deux à aller Ouais, chercher. il pourrait finir à 6 pieds 1. Puis, tu sais, ça reste il y a du Colin dans le corps. Fait que je pense que ça va être un gars qui va tellement être complet. On va lui donner des minutes. Il va jouer. Ça va être un gars de première ligne. Mais, tu sais, je dis ça sous toute réserve. Moi, Regarde, c'est ce que je pense. Mais... on est dans un pool de hockey. L'objectif, c'est de repêcher des joueurs puis se dire lequel a le plus de chances de, excusez l'expression, là, mais de pan out que l'autre à côté.
c'est difficile là, quand tu regardes pas, jamais tu suis la liste de qui a été repêché. Fait que non, je trouve ça super Mais intéressant. Est-ce que c'est ce que Malhotra, ben, en excuse-moi, fait, vas-y, juste c'est ça ce que je disais. Moi, c'est un Logan Cooley de CPR pour moi, Wyatt Collin. Fait que, impressionnant quand même. Moi, je le mmh. prendrais, Logan Cooley dans mon pool. Puis Malhotra, tu le vois-tu en termes de production plus proche de, mettons, Jonathan Taves, qui, s'il joue avec des bons joueurs, il va produire. S'il joue pas avec des bons joueurs, ça va être plus difficile. Ou plus Bergeron, que peu importe ce qu'il va faire, il va toujours. Et c'est rare qu'il va faire un point par match, mettons. Ouais, c'est pas tant le même archétype de joueur. Je dirais, moi, je vois plus, tu sais, les joueurs que le patin n'est pas nécessairement une force, mais que c'est des gars avec une super belle vision, une bonne compréhension du jeu, des bonnes mains. Tu sais, on pense les Suzuki, Thomas, dans ces OK. joueurs-là. Tu sais, moi, je disais cette Fait que ça saison peut que je voyais. monter vite, là, tu sais, Ben, je avec voyais, un. c'est ça, je voyais du deuxième centre en Caleb Malhotra. Puis là, on voit ce que Suzuki a fait cette saison. Ça Ben, c'est commence ça. à. Avec un marqueur de 51 buts, c'est comme lequel aide lequel, mais OK. Ah, ben écoute, s'ils vont chercher un. Bon, Landon Dupont, ça serait pas mal défensivement, mais offensivement, un genre d'Alexis Joseph ou ça serait pas Ben, mauvais c'est pour. ça, tu sais, il y a quand même des gros attaques. Là, tu sais, ils ont quand même repêché de manière sévère des attaquants cette année. Là. Je pense qu'ils ont repêché un défenseur en 8 choix, je crois, puis ils l'ont pogné en 6e ronde. Là. Fait que je pense que ouais, ils vont peut-être s'aligner pour des défenseurs dans les années à venir, mais tu sais, s'ils mettent la main sur un Joseph ou tu sais, on a des Maddox Schultz aussi qui s'en Ouais. viennent d'ici 2 ans. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs tu sais, au statut exceptionnel et tout ça. Fait que suffit là, qu'ils remettent la main sur une coupe de ces gars-là, puis je pense que Vancouver pourrait nous surprendre. Là. J'ai vu à ton 7e rang un joueur qui a Mhm. été repêché au 15e rang. Je ne suis pas si surpris que ça de le voir haut parce que le potentiel est là. On parle de Nikita Klepov. C'est quand même, je trouve que c'est vraiment un nom de joueur de hockey d'ailleurs, Nikita Klepov. Ça me fait penser à Oleg Petrov. Puis je suis comme, ah, c'est les Ouais, bonnes années de ma jeunesse. J'ai été surpris par contre que tu insinues qu'il y avait un bon plancher en termes de ouais. production. Euh, J'avais l'impression, puis dans les différentes plateformes que j'ai écoutées et consommées, que c'était plus un qui tout double avec Klepov. Tu sembles plus optimiste. T'es un gars positif, dans le fond. Rarement, mais dans le cas de Klepov, je suis quand même assez optimiste. Ben, en fait, tu sais, c'est drôle parce que je pense qu'il y a 2 types de visions, en fait, sur Klepov. Puis moi, je pense que je mélange un peu les deux, là. Mais il y a du monde qui voit vraiment, comme tu dis, un cas de boomer boss ou qui tout double que tu as utilisé comme Ouais, que expression. je l'ai Donc, francisé. mais ça reste que, tu sais, Klepov, pour la petite histoire, ça a été le meilleur pointeur de la Oui, Ligue de l'Ontario. À exact. sa première année, tu sais, je pense que c'est la première fois depuis comme les années 80 qu'une recrue gagne un meilleur pointeur de la OHL. Donc, c'est quand même exceptionnel. Évidemment, il jouait à Saginaw dans un contexte très offensif. Tu sais, Saginaw, c'est une équipe qui est poussée beaucoup sur l'attaque. Donc, peut-être que ça l'a gonflé un petit peu ses statistiques. N'empêche que pour moi, Klepov, c'est un des bons talents offensifs de ce draft-là que j'avais personnellement dans mon top 12, me semble. C'est autant capable de tirer que de passer. Mais là où je pense que le plancher est intéressant, c'est là où je pense que chez Elite Prospects, on a une vision peut-être un peu différente de ce joueur-là par rapport au public. C'est que nous, on voit vraiment un gars travaillant qui pourrait être un gars fort sur l'échec avant, capable de jouer sur une troisième ligne, si jamais le volet offensif ne développe pas. Fait que moi, je pense que contrairement à d'autres gars au profil plus boom or bust, Klepa va peut-être des outils pour se développer en gars plus complet dans la LNH. Donc, ça y assure une chaise un peu plus plutôt que juste dire c'est un gars qui retourne en Europe ou qui joue en Ligue américaine. Là. C'est quand même dans une équipe aussi qui est offensive. Là. Les Ducks ont une attaque dévastatrice. Il suffit de Ben, jouer sur le top 6 puis les points vont venir. Là. exactement. C'est la raison pour laquelle aussi je l'ai fait passer devant des gars comme Schmitz, Carrolls, parce que là, c'est sûr que l'époque, je l'ai 7e avant les 3 défenseurs, Schmitz, Carrolls et Rudolph. C'est aussi l'excellent contexte dans lequel il pourrait évoluer. Évidemment, on va le voir, il y a d'autres joueurs, ils ont pris des swings aussi sur Nordmark et Mathis Preston, 2 gars purement offensifs. Anaheim, c'est un couteau à double tranchant. Tu te dis, s'il joue dans la bonne chaise, il va jouer sur un top 6 vraiment explosif, mais en même temps, il n'y a pas tant de chaises de disponibles non plus. Non, il en reste Contrairement à moins qu'il y un en Caleb avait. Là. Malhotra, que tu sais qu'il va jouer sur le top 6, ben là, ils Carrément, vont se l'autre, il battre, en empile fait. les chaises. On prend le premier et la deuxième, puis les autres, c'est la Fait chaise que, musicale. fait que c'est ça. Moi mon bet, c'est que Klepov, surtout, ils se sont avancés pour le prendre. Fait que ça m'indique qu'ils croient en Klepov. Bon, puis les Ducks ont quand même une bonne réputation d'être une équipe qui repêche assez bien. Ton dernier joueur de ton Tier 2, de ton deuxième tiers, est un gros bonhomme. Ça aussi, c'est un note que je ne suis pas surpris. Là, on s'entend que c'est un joueur talentueux, mais
c'est comme, c'est un autre petit tout double dans lequel, heu, on le p mais je trouve ça spécial quand même dans ces joueurs. On les perçoit très, très positivement pendant qu'ils sont plus jeunes parce que, bon, clairement, ils sont plus gros. Puis plus que les années avancent, plus qu'on leur cherche un peu des bébites ou qui sont pas en mesure de les autres grossissent, puis on a de la misère à leur trouver une place. C'est comme si on a un pas une pensée prédominante, là, mais un peu un biais envers ils devraient les dominer, puis ils devinent moins qu'avant. On parle de Ethan Belches. C'est quoi ta vision? Tu sais, si mettons un recruteur qui l'a jamais regardé de sa vie, le regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui qui te permet de dire de ton côté qu'il va avoir une production de points éventuellement? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le joueur sur lequel on a cassé le plus de sucre sur son dos cette année, c'est lui. Puis pourtant, tu regardes statistiquement parlant, c'est un gros bonhomme qui roule un point par match. C'est quand même pas, tu sais, c'est pas catastrophique, là. Moi, je pense qu'il y a un peu d'overscouting ici dans le cas de Ethan Belchetz, lié 6 pieds 5. Ah, c'est gros, il y a 18 ans, ça n'a pas de sens. Ben, en fait, c'est sa saison de 17 ans qui vient de Ouais. jouer. Hem, Moi, je pense qu'un des problèmes dans la perception du public, c'est que les attentes étaient trop élevées, envers Ethan Belchetz cette saison. Tu sais, on l'avait comparé à Eric Lindros et Rick Nash avant le début de cette saison. Je veux dire, il est Évi sorti après Maddox Dagenet, j'avais pas ça sur mon bingo. Mais il est sorti Non, non, c'est 17e quand ça. même, là. Tu sais, c'est Fait quand que même, Fait ouais. qu'évidemment, tu sais, on s'entend, il a pas rempli ces attentes-là. En termes de points, on s'attendait peut-être à plus aussi, mais si tu regardes juste le nombre de buts, c'est dans les très bonnes récoltes de buts pour un gars de 17 ans dans la OHL dans les 20 Mmh. dernières années, là. Tu sais, c'est 30 quelques buts, je pense, en comme 60 matchs. C'est dans les très, très, très bonnes récoltes. Hem, 34 buts en 57 matchs. Je veux dire, c'est plus qu'un but aux 2 matchs, là. Mais c'est il a fait bon, vraiment il bon. est 59 en 57, mais 34 buts. Non, c'est ça, J'ai c'est dans les très bonnes, récoltes de buts, pour un joueur de cet âge-là. Le problème, c'est qu'il a manqué de constance. Honnêtement, on aurait aimé en voir un peu plus en deuxième moitié de saison, mais tu sais, c'est un gars qui a un tir vraiment fort, mais qui est également capable de passer. Tu sais, moi, une des comparaisons que j'ai, c'est qu'il me faisait quand même beaucoup penser à Porter Martone. Évidemment, tu sais, Martone, avec la saison qu'il a connue, je ne mettrais pas les attentes à ce niveau-là, mais tu sais, dans le type de prototype de joueur, là, tu sais, oui, c'est un gros attaquant de puissance, mais c'est surtout un gars cérébral avec une excellente vision, puis une qualité de passe et de tir incroyable, parmi les meilleurs du draft, à mon avis. C'est juste que Belchetz n'a pas montré autant de constance qu'un Porter Martone. En même temps, Porter Martone, lui, c'est un late, donc c'était son année de 18 ans lors ouais. de son année de repêchage. Tandis que Belchetz, ben, tu sais, il est 6 mois plus jeune, mais il joue son année de 17 ans, donc un an de moins d'expérience dans la OHL. Fait que si on compare âge pour âge, Belchetz n'est pas si loin derrière Martone, je pense. Fait que Puis si avec l'an prochain, il regagne une petite coche, parce que Martone, il a gagné une coche après son année ouais. D-1, il a regagné une coche cette année encore. Euh, Écoute, moi, je suis quand même confiant que Belchetz, c'est un gros bonhomme. Les gros bonhommes, c'est plus long à développer, là. Oui, absolument, Euh, absolument. Même dans la Ligue nationale, tu sais, c'est prouvé, là, que le fameux breakout, là, il arrive après aux alentours du 400e match. Tu sais, c'est ben, c'est 5 ça. saisons complètes, là. Puis ce qui me rend, en fait, optimiste dans le cas de Belchet, c'est que, OK, mettons qu'il ne devient pas un grand producteur de points ou un grand tu sais, play driver. Avec ce gabarit-là, il va jouer, là. Tu sais, Mais moi, c'est ça, je me dis, en fait, ce que j'aime de ces gros joueurs-là qui sont capables de marquer, hem, c'est qu'ils vont juste il y a comme pas le ch il les destiné à jouer sur un top 6. Surtout que Mm, offensivement, l'Utah est pas particulièrement costaud, là, ou costaud, en tout cas, je sais pas, je féminise l'Utah, mais, tu sais, Logan Cooley, c'est pas très gros. Dylan Gunter, c'est grand, mais c'est pas costaud, tu sais, c'est pas des joueurs qui sont archi mm, physiques. Il va avoir sa place un peu comme on a essayé Josh Anderson à Montréal avec Suzuki et Caulfield. Bon, mm. ça a pas marché, mais tu sais, on s'obstine à l'essayer parce qu'on se dit le gros bonhomme avec les 2 plus petits. Fait que j'ai l'impression que Belchet a pas le choix de se faire essayer sur un top 6. Tu sais, c'est ce que tu Ben, demandes quand tu repêches des joueurs, de dire: «Ben, je il roule peut les devenir dés le avec». Slavkovski de l'Utah, là. Tu sais, Ouais, ou le c'est Guillaume Latendresse de back in the days parce que ils l'ont essayé, ces top 6. Fait que non, moi, je suis quand même un croyant de Ethan Belchet. Ça, c'est un gars qui a été dans mon top 10. Je comprends qu'il y en a qui l'ont plus loin. Puis, tu sais, ça se peut qu'il pogne jamais ce plafond-là que je lui vois. Mais je pense que c'est un gars qui va avoir une belle progression encore. Puis, je pense que le contexte est bon. Puis, je pense qu'avec ces outils-là, ils vont le faire jouer, là. Excellent.
on passe à ton troisième tiers et je commence avec. Tu as beaucoup de défenseurs dans ton troisième tiers. Tu as 6 joueurs, tu as 4 défenseurs et 2 attaquants. Ouais, Euh, c'est un tiers que c'est des gars avec un bon plafond, mais un volet risque un peu plus. je vais commencer avec. Tu en as parlé un petit peu tantôt, tu l'as effleuré. On en a parlé beaucoup au Québec. On s'entend que toutes les stations sportives en ont parlé. On parle de Xavier Villeneuve qui a été repêché à Chicago. Le Lane Hudson québécois, le joueur risqué qui est ultra dynamique. Euh, je ne veux pas trop qu'on en parle parce que j'ai l'impression qu'on en a parlé énormément, mais dans le fond, c'est un coup de circuit ou c'est la Ligue américaine. C'est Seamus Casey ou c'est Lane Hudson. C'est un peu le barème qu'on va lui donner. Exactement. Puis, tu sais, ce genre de joueurs-là, tu dois leur donner les clés du premier avantage numérique, là, parce que sinon, ça fait juste pas de sens de les avoir dans ton alignement. Fait que, tu sais, il y a un volet boom or bust. Mais, tu sais, nous, on voyait peut-être une possibilité de devenir un genre de Shane Gustis Bear aussi, si jamais il ne devient pas En, un Lane en termes Hudson. de temps de développement aussi, bon, Lane Hudson, c'est parce qu'on. Je pense que c'est le Non, non, hype, c'est là, ça. mais Lane Hudson, c'est le plafond ultime, mais non, mais en termes d'utilisation, tu sais, fait que peut-être un peu plus isolé à 5 contre 5 parfois, mais tu lui donnes quand même tu sais, l'avantage numérique. Puis c'est un gars qui va quand même être capable de produire des chiffres intéressants. Moi, j'y crois beaucoup en Xavier Villeneuve, j'allais l'appeler Lane Hudson. Je fais souvent cette erreur-là. c'est un bon lapsus Euh, quand même. Tu sais, moi, il a passé la saison dans mon top 10, là, honnêtement. Il était 5, un bon bout. À la fin, j'ai fait passer Wyatt Mhm. Collin devant lui. Simplement parce que Villeneuve, on aurait aimé peut-être en voir un peu plus en série, mais en même temps, on peut pas tant. Tu sais, oui, on accorde beaucoup d'importance aux séries, là, mais tu peux pas tout scraper 2 ans d'évaluation d'un joueur à cause que ces séries ont été un peu plus difficiles. Je pense que, puis, tu sais, il jouait blessé en plus. Fait que, tu sais, je pense que le plafond offensif est encore là. Puis le contexte, on en parlait, était écœurant pour Xavier Villeneuve. Ça Tu va-tu sais, être long, ce développement-là, tu sais, dans ce contexte-là, dans ta vision des choses? Tu sais, Hudson, ça a ben, pris 2 minutes, mais Shane Gostisbehere, ça a été beaucoup Ben, de Hudson, il hauts a et quand de même bas, tu sais. joué une couple d'années Ouais. universitaire, là. Fait que je pense que Villeneuve, ça va être quand même similaire, là. Tu sais, je m'attendrais pas à plus que, tu sais, à moins que 2, 3 ans, là, honnêtement. Mais, tu sais, il s'en va à Boston University, comme Mhm. Lane Hudson. Fait que il suit les mêmes pas, là. Puis en termes de patins, au même âge, moi, je pense que Villeneuve est encore meilleur que Hudson. Euh, fait que non, moi, j'y crois beaucoup en Villeneuve. Il y a un volet risque, évidemment, comme avec tous les petits défenseurs, parce qu'il va dépendre de l'utilisation qu'on va lui donner. Puis il n'y a pas vraiment le plan B si jamais ça ne fonctionne pas. Mais tu sais, s'il y a bien une équipe dans laquelle il peut produire, là, c'est bien Chicago. Là. Mm. Oui, absolument. Deuxième défenseur de ce troisième tiers, dernier défenseur qui a été repêché dans le top 10 vendredi dernier, Keaton Verhoff, qui était perçu très, très haut, un peu comme Belchest un petit peu plus tôt, joueur qui a été perçu très, très, très haut en début de saison et on va dire, qui a dégringolé, a été quand même choisi par les Sharks, ce qui est probablement le meilleur contexte pour n'importe quel défenseur. Je sais que bon, il y a eu Ryan Lynn qui a été repêché un peu plus tard, là, mais Verhoff va jouer dans la Ligue nationale. La question, c'est est-ce qu'il va jouer en avantage numérique? Est-ce qu'il peut jouer en avantage numérique? Puis, est-ce que Sam Dickinson de devance c'est peut-être une question piège que je te pose, mais est-ce que pour toi, est-ce que Dickinson est un meilleur défenseur que Verhoff? C'est comme la question qui va déterminer si Verhoff va avoir le Ben, déploiement optimal. moi, je pense que Dickinson est un meilleur défenseur que Verhoff. Je veux dire, carte sur table, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été un grand détracteur de Keelan Verhoff cette année. Il n'a pas fait mon top 10. Je pense qu'il n'a même pas Il fait était mon top 12e, je pense. 15. Non? Non, il n'est Non, je pas. pense qu'il Non, n'a même pas fait mon c'est top vrai. 15. Bon, il était 12e ou 13e sur notre liste chez EP, mais Oui, je c'est ça. l'avais un petit peu plus bas. En fait, moi, il y a 2 choses qui me dérangent, qui sont 2 choses primordiales pour moi, pour un défenseur, et 2 choses très difficiles à améliorer, le patin et la prise de décision, notamment sous pression. En termes de prise de décision, Sam Dickinson, c'est une de ses lacunes également, ce qui fait que j'ai des doutes que Dickinson projette tant comme un défenseur numéro 1. Sauf que Dickinson, c'est un patineur qui frôle l'élite, contrairement à Verhoff, qui a de la misère à faire des pivots. Ça peut s'améliorer, évidemment. Ça reste que c'était un des plus jeunes joueurs à NCAA. Fait qu'il Ouais, jouait contre des gars il reste qu'un beaucoup plus vieux. défenseur rendu à 17 ans, si t'es pas gars de patine de reculons puis de pivoter, c'est un peu la base. Non, mais si tu l'as pas appris Ouais. jeune, je vois Mais tu sais, à pas. sa En tout cas, défense, il était gardien jusqu'à l'âge de 11 ans, ou, si je ne m'abuse, 11 ans ou 12 ans. Mais moi, je le vois plus comme un drapeau jaune, en fait, qu'une piste de développement. Là. C'est mais dur à remarque que améliorer un patin. Là. Kevin Shattenkirk a fait
une belle carrière puis il était pas capable de patiner de reculons. Fait que, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est pas impossible, mais Mais c'est une autre ligue nationale. ceci étant dit, tu sais, j'ai dénigré, Verhoeff toute la saison, mais là, je pense qu'il atterrit probablement dans le meilleur contexte, dans le sens que c'est une équipe qui va être en pleine ascension incroyable à San Jose. Ils ont pas vraiment de défenseurs à droite, à part Ryan Lynn qui ont Mhm. également repêché. Puis ils ont pas leur défenseur numéro un. Puis sur l'avantage numérique, c'est pas clair ça va être qui. Verhoeff, pour moi, c'est pas un gars capable de driver le jeu, vraiment, mais c'est un gars qui a un tir foudroyant. Fait que si on se dit, ben regarde, on a assez de bons fabricants de jeux, en Will Smith et compagnie sur le powerplay, on s'ajuste de Verhoeff pour son tir. Il pourrait être ce gars-là, tu sais. Il Euh, pourrait-tu il ressemble-tu un peu à Darren Radish? Tu sais, Darren Radish, c'est pas un grand patineur, il a une bonne bine, puis il se fait feeder par Kucherov. Tu sais, bon, je sais pas si ça va être la même chose à Toronto, mais c'est un peu ça qui s'est passé cette Ça année. Tu sais, pourrait, c'est ça, ça pourrait être un contexte comme ça qui pourrait se développer avec Kaden Verhoeff. Fait que là, je regrette un peu d'avoir été pessimiste à son égard parce que là, il vient de tomber dans un contexte incroyable. À suivre, moi, je mets quand même un bémol tu sais, là-dessus. C'est un gars qui a des lacunes, c'est un gars qui a besoin de beaucoup de développement. Je pense pas qu'il joigne la LNH tout de suite. Il y en a qui disent dans un an ou deux peut-être. Moi, je pense que ça va quand même être tough. Ça se peut qu'il aille faire un tour dans la Ligue américaine. Mais il pourrait devenir un très bon défenseur, juste qu'on le comparait en début de saison avec Aaron Chris Ekblad. Il y en a même qui Pry, ouais, pensent. c'est ça. Il y en a qui disaient que c'était le prochain Victor Edman. Tu sais, on disait que c'était McKenna et Verhoff là, en début de saison. Là. Ouais. Fait que là, évidemment, il a dégringolé pas mal, mais ça reste qu'il y a un bon tir. Puis il y a un profil que les équipes aiment. Il va avoir 1000 chances de se faire valoir. Il va jouer dans la LNH. C'est un bon choix, mais c'est quoi le plafond? Moi, c'est ça que je suis pas convaincu. Je pense que je suis pas en désaccord avec toi sur celle-là. Un joueur que je t'avoue, que je ne connais pas. Je l'ai jamais vu jouer de ma sainte vie. C'est Elton Hermansson qui a été repêché par Los Angeles. Je n'ai entendu que du bon. Il fait partie d'un des 8 Suédois, c'est quand même énorme, qui a été repêché en première ronde. Mais c'est un joueur sur 4, tout simplement, qui provenait de la Suède. Est-ce que Hermansson est vraiment le est-ce que tu le perçois comme étant un défenseur qui va avoir un impact C'est un attaquant. offensif? Un attaquant, excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu le vois comme un attaquant qui va avoir un impact? Excuse-moi, parce que je regardais Tommy Blair de l'autre côté, fait que j'ai vu défenseur à côté, excuse. Est-ce que tu vois Hermansson comme étant un attaquant qui va avoir un impact avec les Kings, qui est pas une équipe qui est reconnue comme étant très offensive? Peut-être ça peut changer, mais Moi, je heu, suis pas fan d'Hermanson. OK. Vraiment pas. C'est pas un gars qui a fait de ma première ronde. Mais c'est un des beaux potentiels offensifs de ce draft-là. Je pense qu'il peut avoir des chances justement à LA parce que c'est une équipe qui, bon, ils s'en vont en reconstruction. Ils ont pas 8000 espoirs non plus. Euh, c'est un gars qui a joué en fait en Allsvenskan, donc contre des messieurs en Suède, la deuxième division en Suède. Donc, je pense qu'il est peut-être plus près de la LNH qu'on pense. C'est un marqueur. C'est vraiment un des très bons marqueurs de cette QV-là. Il est également capable de passer, donc c'est pas un marqueur unidimensionnel. Moi, mon problème avec Hermanson, et c'est pourquoi que j'y crois un petit peu moins, c'est le volet engagement, le volet transition également, et peut-être juste en général son efficacité, mais dans le cadre d'un pool, s'il y a bien un gars qui pourrait produire s'il est mis justement, encore une fois, sur l'avantage numérique, puis qui est mis avec un bon fabricant de jeu qui aime transporter la rondelle, ben Hermanson pourrait devenir un gars qui en pote quand même beaucoup. Fait que, mais là, tu sais, j'y vais de manière Ah, complètement je comprends. objective parce que moi, c'est un gars que j'avais quand même considérablement plus loin sur ma liste. Là. Exact. Ben, écoute, moi, je vais suivre ton conseil, puis je pense que je vais le laisser glisser. Quand même, tu es repêché 19e. Fait que, tu sais, c'est quand même c'est pas un choix top 10 non plus. Euh, Le prochain est un joueur qui a fait couler beaucoup d'encre pour ses bonnes et ses moins bonnes performances. Tynan Lawrence, un joueur de centre repêché par les Blues. Je l'ai déjà vu, je ne me souviens plus à quel mois, mais il a déjà été mis par certains analystes comme premier au total quand ça allait moins bien pour McKenna. On s'entend que peut-être un petit peu, un peu trop optimiste, ou du moins dans le son objectif de créer un peu une discussion. Est-ce qu'il est vraiment très, très bon? Est-ce qu'il il aurait pu être considéré premier au total si ça avait bien été dans mettons, ses 10 premiers matchs à NCAA? Ça aurait été une possibilité? Ben, en fait, si on regarde ce qu'il a accompli l'an dernier, tu sais, Lawrence, c'était un choix de 1er plan, tu sais, c'était une recrue, dans la USHL, il a, mené son équipe Muskegon à la victoire
justement du championnat en USHL. Ça a été leur meilleur joueur. Il a gagné joueur par excellence des séries éliminatoires. Il a été nommé capitaine ensuite. Il a connu un gros tournoi Linka Gretzky, dans le fond, les moins de 17 ans à l'été. Mhm. Moi, je l'avais top 5, là, Tynan Lawrence, pour débuter la saison. Là, j'étais grand fan. Je voyais le même genre de, tu sais, le prototype des Celebrini, Misa et compagnie. Là. Fait que, tu sais, un joueur très rapide, avec un excellent shot, intense, hargneux. Mais là, il y a quand même eu des lacunes qui se sont mis à apparaître au niveau de son analyse du jeu, de son sens du jeu. Même en USHL, pourtant, ligue dans laquelle il avait été super bon l'année Ouais, c'est ça. d'avant, manquait de progression, ça a été difficile. Mais en même temps, il y avait une blessure. Tu sais, il jouait blessé, on va lui donner le bénéfice du doute. Puis là, c'est ça qui était bizarre, c'est que pendant qu'il était blessé, c'est là qu'il a été mis premier au total quand McKenna, ça commençait à aller mal. Mais tu sais, il jouait pas, puis ça allait pas bien, là, Lawrence, dans ces Mais semaines-là. Verhoff est en train de descendre aussi. C'était un drôle de Ouais, c'est moment où ça, je pense. les deux premiers qu'on voyait En allaient fait, pas bien. tu sais, je pense que la personne qui a fait ça, Corey Pronman, pour ne pas le nommer, J'ai pas c'était, osé. il essayait juste de, tu sais, c'est ça, d'y aller avec un hot take qui allait bien vieillir. Malheureusement, ça n'a pas été dans le bon sens. Puis, tu sais, je peux comprendre parce que Lawrence avait été vraiment beau l'année d'avant. Là, après ça, après la USHL, Lawrence est allé en NCAA pour la Ouais. deuxième moitié de saison et ça a été difficile. Mais encore là, c'est un gars de 17 ans. En NCAA, il faut quand même leur donner un break. Euh, Il a mais pas mal fini, par exemple. Si ma il a mémoire est pas bonne, il a mal fini. fini. Mais tu sais, son 8-18, moi, m'a quand même déplu un peu. On peut Fait s'attendre à quoi de lui dans ce cas-là? ben Si, là, c'est ça. C'est que moi, je vois plus un gars de profondeur. Parce que ça reste un des bons attaquants défensifs de cette cuvée-là. C'est un gars, tu sais, qui va trouver sa niche, qui va jouer sur un désavantage numérique, qui va jouer sur l'échec avant. Je suis pas convaincu qu'il va rester au centre. Tu sais, je verrai un bel ailier, là. Tu sais, c'est pas exactement le même style de joueur, mais tu sais, un peu à la Alex Newhook, là. Tu sais, OK. qu'il manque cette petite coche de talent-là de plus pour dire que c'est un gars top 6, mais tu sais, Peyton il, Krebs? ben, ouais, dans ces OK. moules-là, tu sais. Fait que, Fait que mais en même c'est le temps, genre de joueur que dans un pool, il y a quelqu'un qui va le prendre tôt. Parce que, bon, Prodman l'a classé ouais, premier, il a été classé longtemps dans le top 5, top 10. Là. Fait que c'est peut-être un joueur à éviter, à moins qu'il glisse vraiment beaucoup dans le repêchage là, que vous avez. Même chose pour Hermanson, là, c'est peut-être des gars à laisser glisser. C'est peut-être. ouais. Est-ce que le Moi, risque en vaut vraiment la ben, c'est chandelle? ça, c'est que moi, je le prendrais pas trop haut, sauf que s'il y a un gars qui pourrait rebondir, parce que ça reste un des jeunes joueurs de la QV. C'est un gars, Ouais. si je me souviens bien, qui est né au mois d'août. Tu sais, la date de cut-off, c'est le 15 septembre. Fait que, tu sais, il est à même pas un mois d'être éligible l'an prochain. Il a joué dans un contexte très difficile. Il a été blessé. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui font que, OK, l'an prochain, il pourrait exploser. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai mis là, parce qu'initialement, dans mes calculs que j'avais fait préliminaires, il était même pas dans le top 20. Je me disais, ça n'a pas de bon sens de pas mettre ce gars-là dans le top 20, tu sais. Fait que, mais ouais, à OK, prendre, ben, mais à faire attention. OK. Le risque est élevé. Il y C'est a un quand même- possible sleeper que ouais, j'ai écrit. le drapeau est orange. Mm. C'est une bonne, c'est une bonne couleur. J'irai ensuite avec JP Hurlbert, qui a été repêché par les Wings. Tu sais ainsi, il y a deux profils boomer bust, en fait, c'est Hurlbert et Tommy Bell. J'ai toujours de la misère avec son nom, il y a trop de L. Euh, donc, j'ai certains mots sur lesquels j'accroche. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ces deux gars-là? Comment tu perçois Bell, qui est quand même ben, il y a des bonnes, très, très bonnes séries là, dans la Q. Euh, Parle-moi Ben, donc de Herbert ces. puis Blyle, c'est ça, c'est deux gars au profil plus boomer boss que j'ai mis back-to-back à la fin de ce Ouais, tiers-là à 16 et 17. C'est deux gars extrêmement talentueux. JP Herbert, c'est un des talents offensifs les plus purs de ce draft-là. Un des meilleurs lancers, capable de passer la rondelle également, mais c'est un joueur quand même de périphérie, parfois désengagé également, puis avec un patin douteux. Il y a quand même certains drapeaux, mais Détroit, visiblement, l'aimait t'as beaucoup parce que t'as vraiment fait la méthode sandwich, là. Tu m'as donné tes qualités, puis t'es arrivé en disant comme, mais il y a ses défauts, là. ben C'est moi, correct. c'est pas un gars que j'ai aimé cette année non plus, OK. honnêtement, qui n'a pas fait, je Mais pense. t'as quand même S'il une a récurrence parce que, tu sais, les gars que t'aimes, c'est des gars qui sont travaillants, c'est des gars qui patinent, qui ont ben une c'est certaine ça, là. vitesse Fait que là, d'exécution. j'enlève ces lunettes-là, là, évidemment. Tu sais, on parle d'un point de vue pool, tu sais, parce que moi, Absolument. j'aime les gars travaillants et efficaces, mais là, on n'est pas là-dedans du tout avec Herbert et Blyle. Mais tu sais, Herbert, dans le bon contexte, puis je pense que Détroit l'adore, compte tenu qu'ils ont échangé Sébastien Cossa Oui. un contre un Quand, pour aller le chercher. quand C'est même, hein?
c'est pas rien. Puis, tu sais, Détroit, on sait, ils ont repêché des gars travaillants, mais au plafond offensif excessivement limité. Fait que Herbert, c'est pas mal. Je ne vais pas retourner voir leur banque d'espoir, mais je pense que c'est pas mal leur meilleur espoir d'un point de vue plafond offensif. Fait que je pense qu'il va avoir Je sa pense pas que chance. Nate Danielson va faire 90 points. Non, Marco Casper, Nate Danielson, Michael Brenseg-Nigard, Ah. c'est des gars que Je j'adore, je pense que c'est mais juste Sandin Pellikka qui a peut-être un espoir qui est peut-être plus intéressant que Herbert. Après ça, il est coincé derrière c'est un petit Seider. défenseur. Ouais, c'est ça. Mais il est Mm, coincé. La chaise qu'il pourrait prendre, c'est un peu. Ben, c'est un peu celle que Xavier Villeneuve pourrait prendre à Chicago. mm. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça dans ce genre de contexte-là pour Exact, exploser. mais JP Hurlbert, écoute, je pense que ça pourrait devenir le Potter de cette équipe-là. Il y a un facteur risque toutefois, puis c'est pourquoi je ne l'ai pas classé plus haut, mais définitivement un gros potentiel de boom. Je l'aurais mis plus bas si c'était juste de moi à cause du facteur risque, mais en Le voyant ce que contexte Détroit aidant. a fait, puis ce que Détroit ont donné pour aller le chercher, je me dis qu'ils vont le faire jouer. Là, tu sais. Ouais. Fait Ils que ne peuvent pas se tromper. ouais, puis Tommy Blyle, également boom or bust. Évidemment, il y en a plein qui mettent Blyle devant Villeneuve. Personnellement, je suis encore plus vendu sur Villeneuve que Blyle, malgré les séries éliminatoires. Tu sais, Blyle, c'est un excellent bougeur de rondelles. C'est un des meilleurs patins du draft. Mais ça reste que c'est encore une fois, comme Villeneuve, un défenseur en bas de 6 pieds. Il n'est pas vraiment plus grand que Villeneuve. Il est un demi-pouce plus grand que Villeneuve. Là. C'est excessivement négligeable. Euh, mais c'est ça, c'est que je pense pas que c'est un aussi bon fabricant de jeu en zone offensive. Je pense que il y a un argument à dire est-ce que c'est un meilleur bougeur de rondelles que Villeneuve? Peut-être que Blaise, c'est le meilleur bougeur de rondelles de tout le draft. Je pense que c'est valide comme argument. Mais rendu en zone offensive, je pense qu'il y a des meilleures options que lui un peu, je trouve. Il a quand même D'un autre glissé jusqu'au côté, 31e rang. Là. Tu sais, ouais, je veux dire, Villeneuve est 34, puis 30, ouais, 33, 34, 33, 34, ouais. 34. 34, ouais. Tu sais, on s'entend, c'est deux joueurs entre les deux. Là. C'est le 32 et le Mm, 33. Là. Fait qu'ils ils ont été repêchés sensiblement au même moment par deux équipes qui ont un manque de ouais. défenseurs offensifs, de jeunes Mais défenseurs là, offensifs. c'est ça la question, c'est est-ce qu'on met sur le power play de Chicago ou le power play de Nashville? Fait que là, c'est un peu ça la question Mais aussi. Nashville ont quand même Ryan Ufko, qui n'est pas un gros défenseur offensif, qui est déjà là. Mmh. Puis il a quand même bien fait en fin de saison l'année dernière sur un premier, deuxième avantage numérique. Ils ont échangé Nick Blankenberg, qui était un autre petit défenseur. Tu sais, c'est comme comment ça va une tangente du côté de Ouais. Nashville de prendre ce genre de joueur-là. Fait que est-ce qu'il y a Mais le vraiment. talent, il est là. Tu sais, Oui, le talent c'est est là. ça. Mais ça reste, tu sais, là, on est dans la catégorie un peu plus boomer bust. Fait que, tu sais, à prendre, mais à faire attention. Puis je suis pas sûr que, tu sais, il est prêt à jouer dans la LNH de sitôt non plus. Fait que, à voir. Je vais y aller avec ton quatrième, ton plus petit tiers, ton quatrième tiers pour compléter le top 20. Puis on pourra passer là, en prolongation du 21 à 30 pour ceux qui veulent plus qu'une heure de balado. Euh, Tu as été avec Ryan Lynn, Adam Novotny et Maddox Dagenet, quand même. Dagenet qui a fait la cote, on va le dire de même. Ryan Lynn, on en a entendu énormément parler parce que c'était comme le tour du chapeau des Sharks à à la fin du repêchage. Il a quand même été repêché 21e, là, c'est pas rien. Comment tu le perçois, Ryan Lynn? On avait l'impression que c'était comme le trio défensif des Sharks, c'est Verhoff, Dickinson, Ryan Lynn, c'est coulé dans le béton. T'as pas l'air d'un gars aussi convaincu. Je me trompe-tu? En fait, Lynn, c'est un des défenseurs les plus complets de ce draft-là, mais c'est aussi un défenseur de 5 et 11 et quelques, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un des gars qu'on apprécie le plus à voir jouer parce que c'est un gars qui est excellent en relance, qui va être hyper travaillant dans sa propre zone, qui est capable de s'activer offensivement également pour générer de l'attaque. Sauf qu'on s'attendait à plus offensivement. Tu sais, Ryan Lynn, en début de saison, moi, je m'attendais à un débat entre lui et Xavier Villeneuve pour le meilleur défenseur offensif du draft. Finalement, Lynn joue tellement une game safe, tu sais, ça va y assurer une chaise dans la LNH parce qu'il est vraiment bon. Puis on va pouvoir le mettre aux côtés, peut-être même d'un Sam Dickinson sur une première paire. C'est ce que je vois peut-être en Ryan Lynn. Mais je vois pas qu'il va nécessairement avoir le premier jeu de puissance, à moins qu'il décide l'an prochain de complètement débloquer son attaque puis de justement focuser seulement sur son dynamisme et son attaque. Mais de la manière qu'il joue en ce moment, il joue comme un défenseur two-way fiable qui joue un jeu sans erreur. Fait que c'est pas le gars que je vois qui va être nécessairement dans la meilleure position pour produire. Mais en même temps, il va jouer à San Jose. Je pense qu'il pourrait jouer de grosses minutes. Fait que c'est un choix hyper safe et qui va rapporter. C'est un bon joueur de hockey.
C'est ça. C'est un excellent joueur de hockey, c'est juste qu'on aurait aimé qu'il fasse 2-3 pouces de plus. C'est correct. C'est Fair, c'est fair enough. mais c'est ça, Parle-moi parle-moi d'Adam Novotny. Je suis convaincu que tu l'as mis là parce qu'il est à Vancouver. Il a comme eu le point Bonnie Vancouver en termes de contexte. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait jouer sur un trio avec Malhotra, par exemple? moi, je Y pense a-tu que ce oui. niveau-là de talent? Oui? Moi, je pense que c'est un des gars les plus sous-estimés du draft. Puis en fait, je l'ai mis là pour en parler parce que je suis convaincu qu'il y a bien des gens Tu qui l'auraient l'aurais-tu mis pas plus haut si mis. tu avais fait juste pour toi? Si c'était juste ton classement, tu l'aurais-tu monté encore plus en termes de tiers? Si c'était juste de moi, je le repêcherais probablement avant les Hermanson, Lawrence, Herbert, parce que je vois un plancher très élevé pour Novotny. Je vois un plafond plus élevé que ce que les autres gens voient, puis c'est pour ça que je me suis gardé peut-être une gêne. C'était Mais pas tu sais, obligé. c'est un ailier tu sais, très travaillant. Tu sais, c'est un gars qui va aller dans les coins et tout ça. Fait que juste ça, ça lui donne un plancher de jouer au moins, tu sais, mettons, sur une troisième ligne. Sauf qu'il y a du talent offensif pour venir jouer, je crois, sur un top 6. C'est un gars qui a un excellent lancer, un excellent patin également. Puis je pense qu'il n'est pas si loin que ça de la LNH non plus en termes. Ah ouais, à Tu sais, ce point-là? ben, je pense qu'il pourrait jouer dans la Ligue américaine de l'an prochain. Là, il est vraiment fort physiquement. Là. C'est un late aussi. Là, fait qu'il est un an. Oui, Fait que tu sais, c'est un gars qui jouait son année de 18 ans. Fait que là, l'an prochain, son année de 19 ans, tu sais, moi, je ouais, pense qu'il n'y a aucun 21. problème. Fait que tu sais, il n'y a aucun problème pour lui de jouer dans la Ligue américaine. Il a la force physique, il est capable de jouer contre des hommes. Mais ça, excellent lancer, excellent shot, très bon à gagner des batailles dans les coins. Fait que moi, je pense que c'est un gars top 9 assuré, mais je pense que le plafond, moi, je vois le plafond plus haut que ce que les gens voient. Moi, je pense que avec le bon trio offensif, il pourrait mettre un 35-40 buts, sans blague. Là. Ah ouais, à ce point-là, hein? Ben, Est-ce que le tu penses comparable c'est qu'on qui le avait pour meilleur lui, marqueur? C'est-tu pour toi, là, là, puis je te mets sur le spot, mais est-ce que tu penses que Novotny va avoir une meilleure carrière de buteur que Ethan Belchetz, par exemple? Est-ce que tu serais prêt à dire que non, j'ai c'est Belchet's 50-50? plus haut. Ouais, j'ai OK. Belchet's plus haut. Fait que Belchetz, pour toi, il va compter 40 il va compter. Je veux pas Non, pas te. nécessairement, pas nécessairement, mais c'est dur à dire. Ouais, je pense qu'en termes En termes de pool, évidemment, en termes de joueur de hockey, c'était autre chose, mais en termes de pool, ouais, non, je prendrais Belchetz, je pense, OK. avant Novotny quand même. Mais tu sais, le comparable qu'on avait pour Novotny chez Elite Prospects, c'était Adrian Kempe. OK, quand même, intéressant. Fait que Mais ça. je pense qu'il y a vraiment un bon Mais tir t'es sous-estimé. Là. vraiment dans la. Ouais, c'est ça. Sous-estimer Adrian Kempe dans un pool de hockey, il est très, très, très élevé. Là. C'est un joueur Ah, qui fait ses points et qui est toujours un peu. Ah, je sais pas. C'est un Moi, peu comme Travis Adrian Konechny, là. Kempe, ouais, j'y croyais, moi, Adrian Kempe, là, depuis plusieurs années. Je le prenais à chaque année, puis l'année que j'ai arrêté de le prendre, il a débloqué. Là. Fait que, Ça, c'est c'est de toujours tout le temps un ça. ou 2 ans trop tôt. C'est ça que tu disais tantôt. C'est tout le temps ça, mes poules. Moi, je suis toujours 1 an ou 2 ans trop tard. Fait que, tu sais, c'est pas mieux. Non, le dernier qui reste, c'est Maddox Dagenet. Euh, bon, il est sorti vraiment plus tôt que ce qu'on y pensait. Je pense que le Ah talent est non, moi, là. c'était le range. Ah oui, Je l'ai moqué. absolument. Oui, c'est le range que j'ai moqué là pour Maddox. Moi, ça fait des mois que je le voyais au Blues dans ce rang-là. Là. Oh, oui. Mais c'est-tu un joueur top 6? C'est un gars qui va jouer sur le top 6 ou là, c'est pas le même style de joueur, là, mais ou c'est plus un genre de Zach Bolduc qui Zach peut jouer Bolduc, sur c'est une. notre comparable pour lui. Ouais, c'est ça. C'est un des meilleurs attaquants de puissance du draft. Tu sais, les Blues l'ont préféré à Ethan Belchet, qui était vu comme étant l'attaquant de puissance ultime. Tu sais, Maddox, excellent patineur, c'est un allié de 6 pieds 4. Le fils de Pierre Dagenet, un autre Nepo Baby. J'espère qu'il marque autant en fusillade. D'ailleurs, j'espère qu'il il a les Ben, mêmes talents que son père. ben c'est ça. Maddox, c'est simple. Là. Il y a le patin, il y a la force physique. C'est un des meilleurs plaqueurs du draft, mais il y a un excellent lancer également. Je pense pas que ça va être le gars qui va driver sa ligne. Puis ça, on le voit classé comme un centre, mais il n'a pas joué au centre cette saison. Puis il a dit qu'il se sent plus comme un ailier. Mais tu sais, ouais, ça va être un ailier de top 6, je pense, pour Saint-Louis. Puis on voit, nous, du Zach Bolduc, peut-être Matthew Nice, tu sais, ce genre d'attaquant de puissance-là qui va jouer sur un top 6. Fait que je l'ai mis Pas là. juste le gros bonhomme, mais tu sais, il y a le grit qui vient avec. Je sais pas Ouais, j'ai c'est pas un le gars gritty, mais avec le shot également. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est un choix très safe à prendre parce qu'il va jouer, il va avoir des opportunités, puis juste avec justement son combo gabarit et talent, il pourrait jouer quand même assez haut dans l'alignement. Là. C'est pas juste un gars de profondeur. Écoute, Simon, c'est ce qui complète le top 20 que je t'avais demandé. Tu as fait un 5e tiers qui pourrait compléter ton top
30. Je sais pas si c'est un top ou si tu Ouais, as juste mis des gars que tu voulais parler ouais, est-ce qu'il y a des peut-être à swings travers ça. intéressantes là-dedans là, que je voulais parler rapidement? Là, je sais qu'on a dépassé le temps, mais Gars, il y a pas de problème, j'ai pas de je suis en vacances. OK, tout va bien. Hem, écoute, je peux les passer peut-être un peu plus en rafale. moi, il y en a Mais tu un que sais, j'aimerais que tu me parles oui. en fait, il y en a 2. Il y a Liam Rock, que tu pas mis dans ton top 20 malgré le fait que c'était un des meilleurs pointeurs de la WHL, qui joue quand même dans un environnement qui va être positif pour lui à Pittsburgh. Qu'est-ce qui fait que tu le mets? Puis tu as mis dans tes notes qu'est-ce que son frère va suivre la cadence, puis c'est ça que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il est capable de faire des points si c'est pas son frère qui joue avec lui? Tu sais, c'est-tu il est-tu comme interdépendant avec un peu un boulet? Tu sais, les frères Sedin étaient tout aussi talentueux un que l'autre. Mais tu sais, c'est comme on n'a jamais essayé de faire jouer Eric Stahl avec Jordan, même si c'était 2 centres, là, parce que Hmm. clairement, il y en avait un qui était moins talentueux que l'autre. Est-ce que ça va le ralentir, Liam Rock, le fait qu'il veut jouer avec son frère? Tu sais, c'est une erreur de les avoir repêchés dans la même équipe? Ben non, en fait, je pense qu'il faut que tu essayes de les mettre ensemble. Là. Puis tu sais, je suis un peu tout seul sur mon île. La plupart des gens vont dire que c'est pas mal des talents égaux, que tu sais, oui, Rock. Mais non, Liam, c'est le marqueur, puis Ça Marcus, c'est le va donner passeur. mélangeant si on commence à juste dire Rock, par exemple. Ouais, c'est ça. Rock, c'est le marqueur, puis Rock, c'est le passeur. Euh, Moi, je suis beaucoup plus pessimiste envers Marcus. Tu sais, j'ai vu quand même des drapeaux Mais t'es pas très le seul, il a été orangés. repêché vraiment plus tard, là. Tu sais, il est en milieu de deuxième ronde quasiment. Je pense que c'est Ouais. Mais en même 43e, temps, là. tu sais, moi, ce que je disais tout le temps, c'est que tu sais, Marcus va sortir plus tard parce que si t'as pas Liam, t'as pas tant d'intérêt de repêcher Marcus, honnêtement. Puis il avait dit les jumeaux qui voulaient jouer ensemble. Là. Fait qu'il y a aucune équipe qui allait repêcher Marcus plus tôt que ça, même s'il a plus produit que Liam, bizarrement. Ouais. Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est ça, c'est qu'il y a certains drapeaux là, dans le jeu de Marcus au niveau de son patin, son contrôle de rondelle, sa rapidité d'exécution. Puis tu sais, Liam, ça a forcé la rapidité d'exécution. Moi, j'ai toujours dit que Marcus dépend beaucoup de Liam. Tu sais, si on regarde les highlights de Marcus, il y en a des très beaux highlights, mais c'est tout le temps avec Liam, tandis que Liam a produit avec à peu près tout le monde au sein de Medicine Hat. Ceci étant dit, oui, c'est les deux meilleurs pointeurs de la WHL, en fait, de toute la Ligue canadienne, Mmh. mais il jouait dans une équipe boostée offensivement sans bon sens, avec les Bryce Pickford, Jonas Wu, Oui. Andrew Basha. C'était une équipe incroyable offensivement. Là, c'est ça. Là, puis je pense que tu l'as dit dans un bon mot. Moi, Liam Rock, je l'avais en haute estime. Tu sais, il a été autour de 20 une bonne partie de la saison dans ma liste. Mais la crainte que j'ai, c'est qu'on l'attache tellement à Marcus que ça retienne Liam un peu plus. Tu sais. Fait que ça, c'est un peu ma crainte. Puis aussi, c'est que Pittsburgh, je pense pas que. En tout cas, j'aime pas comment ils partent leur reconstruction. Là. Mais il y a pas Euh, vraiment une reconstruction, ils sont un peu entre les 2 là. Tu sais, j'ai c'est détesté leur repêchage, by the way. Là. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Là. Tu sais, Thomas Galvas en deuxième ronde, là, je la comprends pas. Là. Un gars de 20 ans, de 5 et 10 qui parle pas anglais, je la comprends pas, Thomas Galvas. tu pas le seul. Moi non plus, Puis on j'ai peut en j'ai parler parce qu'il y en a un que je veux absolument parler ici qui était disponible quand ils ont repêché Galvas. Mais bref, Liam Rock, pour moi, il est excessivement talentueux. Marcus, je suis vraiment pas convaincu. Mais encore là, je suis un peu tout seul sur mon île ici. Il y en a qui mettent Marcus même devant Liam. Mais je l'ai pas vu souvent, par exemple. Je l'ai pas vu si ouais. souvent que ça, Marcus devant Liam. Mais est-ce que, juste pour clore là, les frères Rock, Marcus, s'il joue avec des bons joueurs, est-ce qu'il peut produire? Tu sais, est-ce que ça peut être je cherche un joueur de l'ancien temps, mais je veux pas dire Jonathan Chichou, là, on s'entend, mais tu sais, est-ce que ça peut être ce genre de troisième roue du carrosse-là qui amasse des points parce qu'il joue avec un bon duo? C'est-tu ou Alex Burrows qui joue avec les Sedin, justement? Tu sais, ça peut-tu être ce genre de joueur-là ou est-ce que Ben, ouais, va falloir leur trouver moyen? la troisième pièce, je pense, du puzzle. Je pense que Marcus, à terme, moi, Marcus, en fait, je le vois plus comme un connecteur qu'un driver OK. de jeu. Tu sais, il y a beaucoup de ces points qui amassent en connectant justement des jeux ou en continuant les jeux que Liam a débuté. Liam, c'est un très bon poteur, mais c'est un bon passeur aussi pour exécuter des jeux à haute vitesse. Mais je pense que ça va leur prendre quand même là, une colle dans tout ça. Je pense que le duo va peut-être plus être entre Liam puis l'autre joueur. Puis on va avoir Marcus qui va venir être le connecteur sur cette ligne-là, mais qui va peut-être se développer un jeu un peu plus two-way, puis en échec avant, Marcus OK. peut-être. Là. Je pense qu'il est meilleur un peu. Liam est plus physique, il est plus intense que Marcus, mais je pense que Marcus pourrait se développer ce côté de jeu-là. Là.
Le deuxième joueur que je vais parler de cette liste-là, en fait, c'est le 12e choix au total, Alexander Command. Je tente d'avoir un accent, pas trop anglophone. 12e quand même au total. Tu as quand même inscrit qu'il y avait un plancher élevé. Tu sais, j'ai l'impression que dans ta petite courte description que tu m'as donnée, c'est le genre de joueur que tu aurais peut-être pu mettre plus haut. Qu'est-ce qui fait que tu viens le mettre ben, là, j'ai dit 23e rang ou dans ton dernier tiers? Ouais. Heu, Ben, c'est un gars hyper travaillant. Fait que, tu sais, c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale. C'est un centre two-way. Il est sorti tôt parce que c'est un centre dans une cuvée qui était faible en centre. mmh Mais je sais pas le plafond offensif tant que ça, c'est quoi. C'est un gars qui a montré des flashs de dynamisme, qui a montré tu sais, quand même une certaine fabrication de jeu. Mais c'est pas le gars qui a le meilleur toujours contrôle de rondelle. C'est pas le gars qui a le patin le plus explosif non plus. Donc, est-ce qu'il projette vraiment comme un centre dans un top 6? Je suis pas convaincu. Mais l'autre affaire aussi, c'est New Jersey est où sa chaise? Là, je pense peut-être plus court terme, mais est-ce qu'il est vraiment capable de se tailler une place sur le top 6 de New Jersey? C'est ça que, que, Au que... centre, à moins que Nico Hischier soit échangé, ça va être difficile, là. Ben, c'est ça. Comment Fait que que, tu sais, est-ce Jack que Hughes est blessé, il joue 50 matchs par année, là, fait qu'il va peut-être jouer 32 matchs, 34 à cette heure, sur un top 6 ou l'autre. Puis Ishii, quand même, blessé celui-là aussi. Fait que peut-être qu'il va Ouais. jouer toute l'année sur un top 6. Non, blague à part, en fait, c'était surtout c'est surprenant d'avoir un joueur qui est repêché 12e au total, être exclu de ton top 20 pour des poules de hockey. Ouais, ben, en fait, c'est juste le plafond offensif qui est pas clair, le contexte qui est peut-être un peu nébuleux, mais c'est un gars qui va jouer. Fait que c'est un gars, je pense, qui vaut la peine d'être repêché quand même, mais je me pourrait peut-être exploser, là, ça reste que c'est des jeunes de 17 ans, là, fait que Alors, on s'entend que c'est pas, tu mets pas ta maison sur aucune des non, prédictions sur Alexander d'aujourd'hui, là. Command, Non. non. On va les passer assez rapidement, puis si jamais il y en a que tu veux approfondir, là, tu iras. Baptiste Preston, repêché 50e par les Ducks, un joueur, bon, très, très, très talentueux, repêché très tard parce qu'il est un peu paresseux. Hem, est-ce que bon, justement, c'est un peu le profil, c'est un peu le profil qu'il a, c'est un peu comme ça que tu le lis toi aussi? Ben, c'est un des meilleurs shots de la cuvée, un des meilleurs patins de la cuvée. C'est juste un joueur de périphérie qui a pas nécessairement une belle vision ou une capacité à, fabriquer des jeux. Mais encore là, Anaheim, ça peut donner de quoi de super intéressant. Fait que c'est pour ça que j'en glisse un mot là, mais il y a définitivement un cas de boom or bust ici, là. Mmh. Ensuite, tu as Yegor Shilov de Colorado, quand même, j'ai pas envie de dire audacieux, mais c'est un peu audacieux de le mettre pour un pool, de le repêcher, tu trouves pas? Ben, encore là, ça dépend toujours c'est quoi la profondeur de votre pool, Oui, absolument. C'est sûr que tu le prends pas mais avant McKenna quand même, là. Mais il y a un boom potential vraiment intéressant pour Shilov. Je voulais en faire part parce que moi, c'est un gars qui a été dans mon top 15 toute l'année. À ce point, OK, tu l'as vraiment mis si Oh haut oui, que ça, là. oh oui. Ben, c'est dans les meilleures mains de la QV, dans les meilleures visions de la QV. Moi, c'est top 5 fabricants de jeux du draft. Le seul problème, c'est pourquoi qu'il a glissé, parce que ça n'a jamais été une question de talent. Dans le cas de Shilov, tout est là. Le patin est là, les mains, la vision. Mais les points C'est aussi, là, il a quand même les amassé des points en masse, Ouais. dans la Mais ligue, l'affaire, majeure c'est maximum. est-ce que son style de jeu est transposable? Parce que c'est un gars qui joue à extrême basse vitesse, mais encore là, pas parce qu'il manque de patin, c'est juste qu'il va tout le temps ralentir le jeu. Tu sais, il y a un peu un cheat code dans ces ligues-là juniors, c'est qu'en entrée de zone, tu appliques les freins, tu as un délai pour reculer justement la couverture défensive, puis ouvrir de l'espace pour ouvrir tes lignes de passe, dans le fond. Mais dans la Ligue nationale, ces jeux-là sont beaucoup plus difficiles à faire parce que la Mmh. pression arrière arrive beaucoup plus rapidement, puis les défenseurs sont juste meilleurs aussi en règle générale. Ils sont plus Donc, grands, ils sont plus gros aussi, là, tu sais, ils sont il va tous, falloir qu'il adapte son style de jeu, puis c'est ce qui jette en fait beaucoup d'incertitudes envers son profil, mais il tombe dans une équipe qui a pas tant d'espoir. Fait que je pense que ça va être plus facile peut-être pour lui d'avoir une chaise éventuellement au Colorado. C'est un gars qui peut jouer au centre. Je sais pas s'il projette tant que ça au centre, mais tu sais, c'est un gars hyper talentueux, là. C'est un passeur, je veux pas dire ça va phénoménal, mais ça va lui prendre un peu de temps avant de percer un alignement. Surtout à Colorado, probablement, mais tu sais, là. en même temps, un des comparables qu'on a, c'est Matvey Gridin, qui jouait de la même Oui, manière, là. Puis Gridin, ça a pas été long, il a torché la AHL, puis là, il a joué dans la Ligue nationale oui, également, là. Fait que, absolument. puis tu sais, tout le temps, quand je vois des cas de même, est-ce qu'il ralentit le jeu parce qu'il est pas capable de jouer autrement ou il ralentit le jeu parce que c'est de même qu'il peut produire? Tu sais, je veux dire, oui, il faut qu'il joue pour impressionner les équipes de la LNH, mais à un moment donné, son but, c'est aussi de gagner, puis ça marchait ce qu'il faisait, là.
Tu sais, Mhm. fait que pourquoi changer une formule gagnante? Peut-être qu'il va arriver dans la Ligue nationale puis son pace va augmenter. Parce que je pense qu'il y a le patin puis il y a l'analyse, en fait, le processing. Je Il va pense juste qu'il a trouver la d'autres tête. solutions, là. Je pense qu'il a la tête pour jouer à plus haute vitesse. C'est juste que dans la LHJMQ, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire ça. Puis ça marchait. Quand même, intéressant comme analyse. Tu as ensuite Oscar Hemming qui est. Ouais. Ben, c'est gros attaquant de puissance de 6 pieds 4. Je veux dire, c'est un des jeunes joueurs de la QV. Pas une saison facile parce qu'il n'a pas joué avant Mhm. décembre. Puis Ouais, il des a enjeux fait. contractuels aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est que lui était supposé jouer en Liga. Finalement, il a tout quitté ça pour aller jouer. Non, Il a tout ça crissé ça sonnait. là, c'est correct. Ah, C'est correct. ça sonnait comme si j'allais dire ça, mais c'était pas ça. Tout quitter pour, pour aller jouer en OHL. Son équipe n'a pas voulu. La IHF, il a fait des menaces comme quoi il allait plus jouer en compétition internationale. Finalement, il s'est ramassé en NCAA. Mais là, tu sais, c'est un gars que l'an passé, il jouait pas en U20, il jouait en U18 pour la majorité de la saison. U18 finlandaise, là, c'est faible là, comme calibre. Là. Mhm. Fait qu'il a passé de U18 finlandaise à NCAA en étant genre le deuxième plus jeune joueur de toute la ligue. Là. Puis il jouait dans une division tough. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de choses pour lui. Ça a été tough en fin de saison, mais ses premières semaines ont été vraiment bonnes. Moi, c'est un gars en qui je crois beaucoup. C'est un gars qui frappe très fort. Fait que, tu sais, on parle de B-game pour s'assurer une Mhm. chaise. Si jamais le jeu offensif vient pas, ben ils vont le mettre comme attaquant de puissance à l'aile de Adam Fantilli. Puis Il va frapper tout ce qui bouge. Il va être il va amasser des points un comme ça. remplacement de Mason Marchment. Ben, c'est ça. Fait que moi, je pense pas que c'est plate comme choix, mais tu sais, ça se peut qu'il explose en termes de production parce que c'est un gars hyper talentueux, il l'a montré. C'est juste que cette année, c'est tellement un échantillon difficile à juger. La production n'a pas été là. Là. Mais c'est un beau risque de le prendre pour que tu le drops dans un an ou deux si jamais tu vois que c'est ça son Mm. niveau. Tu sais, c'est pas. Mais bon, c'est ça. Ben, en fait, prenez-le, puis vous allez voir sa progression cette année. Puis, mais le prochain T'as- est pas plate. Ouais, c'est exactement ça que j'allais dire. J'ai vu ta majuscule. Fait que t'as marqué le en majuscule, puis je suppose que c'est pas une erreur de frappe. Non, non. Euh, avec les Leafs, quand même, ça, c'est comme une mauvaise nouvelle pour les partisans du CH. J'haïs ce choix-là. Alexander Bilecki, je le connais pas du tout. Fait que décris-moi qui est ce joueur, puis vends-le-moi. J'ai beaucoup de choix cette année. Je rebuild dans un de mes dynasties, donc j'ai besoin de défenseurs qui peuvent sortir. Défenseur gaucher de 6 pieds 1 et 1 quart, me semble. Mais dans le profil des Tommy Blyle. Donc, magnifique OK. patineur, un bougeur de rondelles, un gars qui aime s'activer en zone offensive, un maestro à la ligne bleue offensive. Mais ce que j'aime plus, parce que moi, je l'ai classé devant Blyle. Moi, je pense que c'est le gros sleeper du draft. C'est le gars que tout le monde était trop bas dessus cette année et qui a visiblement encore plus glissé que ce que je pensais. Il a glissé au 60e rang. Tantôt, on parlait de Pittsburgh qui ont repêché Thomas Galvez. Ce gars-là était disponible quand ils ont repêché Galvez. Puis je ne comprends pas parce que des gars qui ont un profil de jouer, mettons, sur une première vague d'avantages numériques cette année, il y a peut-être 5 gars dont Alexander Bilecki, qui est pour moi un meilleur passeur que Tommy Blyle. En fait, parmi les défenseurs, c'est pas mal dans les très bons fabricants de jeux. Maintenant, il y a certaines rough edges à venir justement Ils ont peut-être 17 pas ans. lire. Ben, il y a 17 ans, mais c'est aussi que il a joué sur une troisième paire. Dans le fond, il a joué pour Kitchener, ceux qui ont gagné la Coupe Memorial. Il était derrière des vétérans. À la fin, il y a eu un peu de PP2, mais on lui a pas donné les rênes de cette équipe-là. Il n'a pas joué 30 minutes par match comme un Chase Reed ou un Carson Carrolls. Là. Un peu Il la jouait méthode des Knights de London, où c'est Ben, c'est toujours des ça, c'est joueurs, ça. des Sam O'Reilly qui ressortent de nulle part. Ben, de nulle part. Pas de nulle part, mais qui sont repêchés plus tard, puis finalement explosent parce qu'ils sont un peu coincés Mm. dans une chaise qui. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu de chaise. Il jouait 12 minutes par match. C'est dur là, de produire dans ce contexte-là. Puis défensivement, il est déjà meilleur, je pense, que des gars comme Blyle et compagnie. Puis à 6 pieds 1, il peut développer ce jeu two-way-là un peu plus que les plus petits joueurs. Fait que c'est ce qui me rend très optimiste. Puis je pense que c'est vraiment sa fabrication de jeu là, qui le rend spécial. Puis le patin, il est là également. Tu l'avais à quel rang pour le fun dans ton classement personnel? Ouf, je me souviens pas, mais fin de première ronde. Ouais. Mais quand même, hein? Ouais, fait que moi, ça fait un bout que je le dis, là, c'est probablement un des gars les plus sous-estimés. Là, évidemment, Toronto sont allés chercher Radish, mais
si jamais, tu sais, Bilecki, éventuellement devient le gars de PP1 de Toronto, avec McKenna, c'est pas plate, là. Effectivement, avec McKenna, c'est pas plate. Puis Toronto, vont-ils être encore, vont-ils être dominants? Ça demeure, ça reste à prouver. Ça Mais je reste à pense dans un prouver. pool, tu sais, c'est toi l'expert, là, mais moi, je pense qu'on doit quand même viser les gars qui ont une chance de jouer sur un PP1. Surtout, absolument, tout le temps, tout le temps, tout Mmh, le temps. Puis dans ce genre de contexte-là, où est-ce que tu dis qu'il a été repêché en deuxième ronde, il y en a encore pour un bon 2-3 ans avant d'avoir une chance, tu sais, de mmh. rentrer dans l'équipe. Fait que, tu sais, si tu dis que le PP1, il l'a dans 5 ans, Darren Radish va avoir 35 ans. Fait que, Ouais, ouais. tu sais, ce contrat-là va déjà avoir mal vieilli. Mmh. Il va avoir de la place pour s'exprimer, j'en suis convaincu. Peut-être que Radish va développer d'autres portions de sa game, comme on dit, mais Peut-être qu'ils vont avoir Landon Dupont aussi l'an prochain, qui sait, mais ça serait ridicule, mais peut-être, on sait jamais, mais mais ouais, moi, moi, Alexander j'adore ce genre Bilecki, de surtout un défenseur, tu sais, des défenseurs qui sont repêchés tard, qui ont une chance de produire. Il y en a peu. Des attaquants, tu en as souvent, tu sais, on a parlé de Matisse Preston un peu plus tôt, mais de dire: «Ah, il peut exploser». C'est rare que tu vois un peu comme la Lane Hudson, qui était 62e, je pense, Lane. Hem, ouais, mais tu tout le monde l'aimait, Lane, tu sais. c'est ça. Tout le monde l'aimait, mais Mmh. tu comme: «Ah, c'est un petit joueur, ça est-ce que sa game se transpose dans la Ligue nationale?» Bilecki, c'est comme, bon, mais ce qui est capable, si on lui donne des responsabilités de produire, clairement, ça refroidit certaines formations. Ben, toutes les Mais formations, à part les Leafs, À 6 pieds 1, le ben, plancher c'est est ça. intéressant, je Absolument. crois, là. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Je continue avec, ben, l'espoir du Canadien. Je sais pas si tu l'as mis pour faire plaisir aux Ouais, ben fans. les 3 prochains choix, je vais en parler parce que c'est sûr que tu vas recevoir des questions là-dessus, Ouais, mais ouais, Gleb Pougatchev, ben, je pense qu'il mérite quand même d'être dans ce range-là. En fait, je suis pas le j'étais pas le plus grand fan de Pougatchev, cette saison. Je voyais vraiment plus un gars à la Trenin, c'est plus un gars OK, de Yegor profondeur, Trenin. mais hyper robuste, là, tu sais? Sauf que Montréal l'aime, ils le voient dans leur soupe. Ils l'aiment depuis le début de la saison. Moi, je pense qu'on va essayer de le faire jouer avec les Demidov et compagnie, là. Fait que là, Ah ouais? ça augmente son plafond incroyable. Tu sais, ils sont pas allés le chercher pour le faire jouer sur une troisième ligne, là. Puis clairement, Demidov, on a eu la preuve qu'il est capable de faire fonctionner n'importe quel pied de céleri avant de donner à 22 buts avec Kapanen. Ben, et Pougatchev, c'est un gars qui a un bon shot aussi, là. C'est pas un gars qui a des Ouais. super mains. On l'a vu faire des feintes, là, mais tu sais, en termes de constance, il échappe quand même souvent à la rondelle. Mais tu sais, c'est un gars qui a le patin pour suivre n'importe quel joueur en ce moment. C'est un gars qui il est hyper robuste, là. Vous Ah, avez vu les dans les highlights comme tout le statistiques monde, là. périphériques, là, c'est intéressant, c'est Mais aussi, intéressant. c'est qu'il a joué déjà en KHL puis en VHL. Il a passé la majorité de la saison en Mmh. MHL, me semble, mais il a joué quand même là, des matchs dans les 2 autres ligues pour Rome. Fait que moi, je pense que Montréal a l'intention de l'amener plus tôt qu'on pense. Peut-être pas dès l'an prochain, mais d'après moi, l'année d'après, on va voir Pougatchev débarquer à Montréal. Puis moi, je pense que c'est pour protéger le top 6 là, qu'ils sont allés le chercher. Là. Ah oui, Fait que, c'est de la robustesse. puis tu sais, c'est un Hem, ailier droit, mais c'est un gaucher. Fait que moi, je pense qu'ils vont juste le mettre à la gauche de Demidov, puis ça va être ça. Là. il manque juste Michael Age, au centre, Mm. puis qui se développe comme un joueur de centre. Tu as Fait, Zarovski en trop, que faire, tu sais? fait que Ils tu sais, sont je dirais, pognés avec le talent. Fait que je dirais pas quand même tu sais, de se garrocher sur Pougatchev trop tôt. Là. Pour moi, ça reste quand même un profil à la Josh Anderson. Là. Mais moi, je pense qu'il va être mis dans une chaise intéressante, dans une équipe qui va être vraiment intéressante d'un point de vue fantasy pour les années à Mmh. venir. Là. Tu sais. Absolument. Ah oui, c'est sûr que Montréal, d'un point de vue fantasy, même cette année, était intéressant. Je veux dire, juste, ils ont eu 3 défenseurs qui ont fait presque 40 points. Le Matheson était tout près d'avoir fait sa quarantaine de points. Bon, tu sais, on n'en parle pas, même Dobson a récolté sa part de points offensivement. Caulfield, Suzuki, Demidov, Slavkovski, ça a été payant. Même New Hook, il a été blessé, là, mais dans la portion qu'il a joué en termes de points par match, il s'en est vraiment pas mal sorti. Kapanen avec sa vingtaine de buts. Je pense que Montréal va être dans un pool de hockey pour la première fois en 30 ans, peut devenir payant. Ouais, puis Ensuite, même, je ouais, veux dire, on l'a tous vécu, là, mais les joueurs de Montréal sortent tout le temps trop tôt dans les poules. Là, ça ouais. va être épouvantable dans les années à venir. Là. Ah, Ça va être ben, dégueulasse. Là. c'est drôle Suzuki va parce que sortir top 10 là, cette année. Là. c'est drôle parce que tu en parles, je fais une parenthèse parce que ça fait 1h20, fait que je peux bien me permettre. Si vous êtes encore là, c'est que vous restez accrochés. Euh, dans un des pools avec d'amis là, qu'on a, il n'y a personne qui veut les joueurs du Canadien. On est comme devenu allergique aux joueurs du Canadien. On est marqué au fer rouge. Fait que je me suis ramassé avec plein de joueurs du Canadien. Euh, et j'haïs ça. J'haïs vivre ça parce que quand le Canadien. Non, mais je veux dire, je peux pas être plus fâché. J'allais prendre une bière avec des chums un samedi soir, le Canadien perd, puis j'ai pas de points. Je suis comme Mm. ma semaine est de la merde. C'est ça, ma fin de semaine est gâchée juste à cause de ça.
Fait que je les évite à cette heure, mais je me suis ramassé à avoir Suzuki, Dobson, puis Demidov. Fait que je suis comme coincé avec ces 3-là parce qu'ils peuvent être bons. Fait que, bref, fin de la parenthèse. Tu as deux espoirs, pardon, des sénateurs d'Ottawa Mmh. que tu as l'air particulièrement excité. Donc, Deux de mes coups de cœur cette année. Fait que quand même. Ottawa, vous avez très bien repêché cette année. Fait que Pittsburgh devrait appeler Ottawa, c'est ça que je comprends. Ouais, ben écoute, le premier, c'est Jonas Lagerberg-Owen qui ont repêché. Il me semble Oui, que c'était le 25e au total. Ben, un peu la surprise de la première ronde. absolument. Mais en même temps, on avait eu vent que ça se produise, qu'il y avait des équipes qui étaient intéressées à lui en première ronde. Pour la petite histoire, c'est un gars qui a eu des statistiques de jeux vidéo l'an dernier. Là. Je les ai pas devant moi, mais c'est une affaire genre 27 buts puis 3 passes. Là. Alors, ça avait juste pas rapport. Puis cette année, il a juste joué 9 matchs en J20 national en Suède. Ouais, Puis c'était t'avais les 9. stats en passant, c'est 27 buts, 3 passes. Puis là, Il c'est joue quoi? à C'est Be a Pro. 9 9 buts, buts. ça passe. 7 passes, c'est ça, j'allais dire. 9 buts, En 7 passes, 9 16 points matchs. en 9 matchs. Puis après ça, blessure au genou au mois d'octobre. Il n'a pas rejoué de la saison. Fait que c'est un gars qui a eu un départ canon, mais on l'a un peu oublié en cours de saison. Puis évidemment, c'est dur de dire on repêche ce gars-là aussitôt. Parce que personne ne l'a vu tant jouer que ça. On a tous vu les mêmes games en réalité. Là, on a vu les mêmes 9 games. Il y a 2 games en SHL, mais je pense qu'il y a une game là-dedans qui a joué 3 minutes, puis l'autre qui a joué 0 minutes. Fait qu'on va oublier les 2 games en Ouais, SHL. Là. ça vaut pas grand-chose. Non, il a joué 9 games cette année. Il a été dominant. C'est, à mon avis, un des meilleurs snipers du draft. Il fait 6 pieds 2. Donc, encore là, on enlève un petit peu plus l'étiquette possible de boom or bust. Puis, c'est un des joueurs les plus rapides, sinon l'attaquant le plus rapide de tout le draft. Moi, je le trouve phénoménal. C'est un gars que, si je m'étais écouté, il aurait été dans ce range-là, 20, 25 dans mon classement final. Évidemment, je pense qu'il n'y a personne qui a autant osé le mettre haut de même parce qu'on ne l'a pas vu jouer depuis octobre. Puis, quand même, Euh, une sérieuse blessure. Là. C'est blessé en Sérieuse octobre. Il blessure, joue ouais. plus. Tu sais, pour un joueur Mais rapide. là, il a été prolongé par son équipe en Suède. C'est quand même bon signe. Apparemment qu'il va être de retour au jeu. Mais c'est un des plus gros boom potential de la QV. Évidemment, avec qu'il se fasse repêcher 25e, moi, je m'attendais à le voir sortir après 50, là, mettons entre 50 et 70. Mais ce que je disais, c'est que c'est le gars qui a le plus de chances dans un redraft de se ramasser en De première ronde ou remonter. dans le top 20. Là. C'est pas le même genre de joueur stylistiquement, mais c'est une situation qui me rappelle Wyatt Johnston qui avait joué genre 9 matchs à son année de draft. Mhm. Puis Ouais. personne l'avait classé tant haut parce que l'échantillon était trop faible. Puis il était C'était la sorti ça COVID genre. aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis il était sorti genre 23, je pense, Wyatt Johnston. Mais Ouais, dans un redraft, Wyatt Johnston, il est premier là, de cette ouais, QV-là. Je dis pas avec que raison. Lagerberg Owen va devenir premier dans un redraft dans 5 ans, mais ça serait pas surprenant qu'on en parle comme un choix top 20 là, dans quelques années. Super intéressant. Je vais me le noter. Le prochain, là, corrige-moi si je me trompe, c'est-tu le joueur qui provient, qui est en rollerblade puis qui après a joué au hockey? Oui! C'est C'est Jackson c'est Jackson Cover, hein, c'est ça? Jackson Euh, Cover, un des deux joueurs Cover. des îles Caïmans. Ouais, c'est Ça, je ça. pense que c'est Cover. Nous autres, on l'a toujours dit Cover, me semble que c'est ça. Là. Jackson, Euh, Jaxon. Il n'y a pas de CK, là. Fait que c'est ouais. vraiment. Donc, issu des films des Mighty Ducks, c'est un gars qui a joué au roller hockey jusqu'à il y a à peu près 5 ans. Euh, Puis bizarrement, c'est un des très bons patineurs. C'est un patineur hyper dynamique, hyper flashy, mais il joue un style de jeu un peu weird, justement. Là, tu vois qu'il est habitué de jouer du roller hockey. Là. Il essaie des jeux que Il personne freine essaye. pas. Mais ouais, non, c'est ça, c'est vraiment C'est un Luis style Mendoza, différent. dans le fond, c'est ça que tu veux dire. Là. Exactement, exactement. Ou Dwayne Robertson, Dwayne numéro, Robertson. numéro 7. S'il nous écoute, on le salue. Mais non, Jackson Cover, en fait, moi, une des comparaisons que j'avais, c'était le Alexander Jarowski du roller hockey, là, dans le sens Oui. qu'il est très flashy avec ses mains. C'est un gars qui tente beaucoup de feintes. Il a un bon tir également. Meilleur patineur que Jarowski. Peut-être pas les mêmes mains. Là. Jarowski a quand même des mains qui frôlaient l'élite. Mais c'est un gars qui est hyper travaillant, hyper intense. Fait qu'encore là, je pense que ça va y assurer une chaise dans l'alignement. Mais je pense que le potentiel offensif est intéressant. Évidemment, quand même risqué. Ça reste que c'est un gars qui a beaucoup de raffinement à avoir dans son jeu. Ça reste un gars qui n'a pas tant d'expérience en termes de hockey sur glace, mais le talent est là, le gabarit est là. Il joue pour les Knights de London, donc la meilleure équipe de développement probablement au monde dans le junior. Moi, je ne miserais pas contre ce gars-là. Là. Il était un bon tir. Tu sais, à roller hockey, je sais Il pas. a quand même un bon tir, ouais. OK.
Parce que c'est pas du tout la Non. même surface, là. Non, mais tu sais, Ouais, sur le ouais, ouais. patin, c'est le même mouvement. Je comprends que c'est différent, mais il y a quand même une différence. Les mains, je comprends, mais tu sais, le tir, ça C'est glisse pas, là, plus un l'asphalte. passeur qu'un sniper, mais je l'ai définitivement vu avoir des bons snipes. Puis tu sais, pour moi, éventuellement, s'il y a un duo, justement, Lagerberg-Owen puis Cover, là, t'as le passeur, puis t'as le marqueur. Les deux, ils ont des excellents patins, excellentes mains. Moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour Ottawa. Mm. Super intéressant pour des choix qui sont quand même en fin de première ronde, là. C'est tu sais, le Cover, c'est le 32e choix, là, vraiment le dernier Mm. choix de la première ronde. Puis Lagerberg-Bowen, c'était le 26e, si ma mémoire est bonne, là. Ouais, Donc, 25, ouais, 25, 25-26, je vais me 25, ouais, corriger. Ouais, me bon, semble. 25. Fait que, oui, exactement. Tu avais bien raison. C'est le 25e choix au total. Et ton dernier joueur qui est sur la liste, Jack Extall, qui Ben, qui lui est pas aussi, le boom fist de potential. l'autre, là, donc Non, lui, c'est aucun pas un Nepo lien. baby. Non, Non. non, c'est ça. Je fais pas partie de cette. J'ai dit Neo Ben, Baby tantôt. je Mais le mets ouais. là parce que c'est un centre qui repêché par Caroline, mais c'est un excellent passeur. Pour moi, c'est un des très bons passeurs de toute cette cuvée-là. Il y a quand même des bonnes lacunes. Tu sais, c'est pas un très bon patineur, mais son patin s'est amélioré quand même considérablement en cours de saison. Mais c'est un centre, très bon passeur, un gars travaillant également. Tu sais, je pense que le plancher est quand même assez élevé pour lui pour peut-être jouer dans un rôle un checking role, mais avec ce potentiel offensif-là, peut-être qu'il pourrait avoir un plafond plus important. Évidemment, on parle de gars plus loin un petit peu dans le repêchage, mais moi, je pense que le potentiel offensif est plus intéressant que d'autres gars plus défensifs, parce que c'est une cuvée qui avait beaucoup de gars qui vont jouer dans le show, mais des gars plus au profil défensif, je crois. En fait, le seul dernier que moi je voulais te parler, qui est le Oui, seul joueur du top 17 là, qu'on n'a pas discuté. Il y en a deux, en fait, qu'on n'a pas parlé. Euh, Trois, excuse-moi. Fait que je t'ai fait en rafale, puis dis-moi oui, pourquoi ils oui. sont pas là. Malte Gustafsson, pourquoi tu l'as pas mis dans ton top C'est 30? un gars purement défensif. Excellent. Oliver Suvanto, qui a quand même été, excusez l'expression, mais praise par plusieurs dépisteurs sur d'autres plateformes. Pourquoi toi, Moi, il fait pas la cote? bon, j'aurais pu le mettre là, honnêtement. Je pense qu'il pourrait rentrer dans ce dernier tiers de joueurs-là. Si j'avais fait un top 32, là, probablement que ça aurait été dans les prochains choix. Mais c'est un gars plus défensif un peu. Je suis pas convaincu de l'upside offensif. Tu sais, les mains puis le patin sont pas tant là. Mais en même temps, c'est un gars qui, à 17 ans, a joué dans la Liga, la Ligue pour Monsieur en Finlande. Il a été très bon dans un rôle défensif. C'est un gars très travaillant, il est costaud, mais il n'a pas été dominant offensivement contre ses pairs. Tu sais, contrairement, mettons, à un Vigo Bjork, que quand il est redescendu en U20, il a fait 20 points en 9 matchs, je pense, de quelque chose de même. Euh, Ça n'a pas été ça pour Oliver Suvanto. Tu sais. Il n'y a pas eu un mauvais U18. Là, tu sais, c'est un gars très efficace, très bon le long des bandes, très travaillant, très acharné, une menace autour du filet. Mais c'est ça, c'est pas tant le gars que je vois pouvoir driver le jeu. Fait que pour moi, c'est un troisième centre. Là. Super Mais intéressant. encore là, c'est un des Et jeunes joueurs. On ben sait oui, jamais avec ces on gars-là. s'entend que ça peut différer entre aujourd'hui et dans Mm. 6 mois si on se reparle. Mais l'idée, c'est de savoir si je le repêche aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ta lecture, c'est que il n'est pas en mesure de dominer offensivement contre des joueurs de son âge. Difficile de croire qu'il va le faire dans les 5 Non, c'est ça. prochaines Mais il années, va là. jouer. Ça, je pense que ça va être un très bon centre défensif. Peut-être qu'il va jouer en avant du filet sur un power play. Qui sait? Mais ouais, c'est ça. Mais en plus, à Washington, là, il commence à avoir du monde. Là. Il commence à avoir pas mal, il y a du gros bonhomme aussi là, Ouais. dans Oh, ces oui, rôles-là. tabarouette, oui. Il y a du muscle. Mettons que c'est ça, ça va être serré dans l'autobus. Hem le dernier que je vais parler, c'est Ilya Morozov, qui est un joueur qui a quand même beaucoup de publicité. Je ne sais pas, c'est-tu le fils de l'ancien joueur des Pingouins? Non, Pas, non, pas à ma connaissance. hem, est-ce que mais il y a quand même beaucoup de publicité. C'est un Russe qui joue en NCAA, qui a joué, pour Miami, là, qui n'est pas une université qui a particulièrement un bon programme de Miami, hockey normalement. Ohio. Ouais. Ouais, exactement, c'est Miami University en Ohio. Ça, c'est comme l'université Laval à C'est Québec. c'est sûr, c'est ça, c'est sûr que googlé Miami en s'en venant en Ouais. Amérique, il a fait comme Oh yeah! Il a Il dû pogner débarque en Ohio, il fait comme sont où les plages il a là? dû pogner un 2 minutes sur un moyen temps. Hem, il a dû être déçu. Mais dis-moi, pourquoi tu l'as pas mis? C'est quand même un joueur de centre. Il a pas une mauvaise production. Il a une vingtaine de points en 36 matchs cette année. C'est un joueur qui a été quand même
qui est apprécié par plusieurs? Pourquoi toi, c'est pas un joueur Ben, que un tu peu comme affectionnes? Oliver Suvanto, dans le sens que je vois un gars de troisième trio davantage. Je pense que ça va être un OK. gars qui va être hyper efficace dans la Ligue nationale. Mais tu sais, c'est un gars robuste d'abord et avant tout, qui a pas tant montré. Tu sais, beaucoup de ses points viennent autour du filet. Ça se peut, tu sais, qu'il vire à l'aile sur un top 6, là. C'est définitivement une possibilité. Mais c'est un long Mais shot. ouais, c'est ça. C'est que je suis pas tant mais encore là, c'est tout le temps, c'est ça. Tu vas-tu repêcher le gars qui va faire tout le temps son 30 points? Il y a peut-être une chance de devenir un gars de 40, 50 points s'il est dans le bon contexte, ou tu y vas un peu plus pour la clôture. Mais tu sais, On est dans ces choix-là, là. Fait dans que, ton pool, un attaquant de 50 points, il y en a des excusez ouais, c'est ça. l'expression, mais il y en a une pelletée, là. Il y en a une chie, là. Il y en a Mmh. partout. C'est facile à trouver. Fait que le repêcher puis le développer, entre parenthèses, c'est d'avoir cette patience-là de l'avoir dans ton farming club. Tu es aussi bien d'y aller avec un Shilov, par exemple, qui a plus de chances d'exploser. Hem, L'année dernière, je vais conclure là-dessus, là, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est ensemble. Tu es super généreux de ton temps. L'année dernière, il y avait un LG Mooney qui est sorti en 4e ronde, qui était, qui était une excusez l'expression, là, mais qui est une snelle à poêle, qui est tout petit, mais qui a du talent en revente, qui est quand même pas une mauvaise saison cette année. Y a-tu des joueurs, tu sais, sur, comme ça là, qui te viennent, qui sont repêchés vraiment dans les rondes très, très loin, mais qui pourraient peut-être, tu sais, qui ont vraiment énormément de talent, qui ont peut-être juste pas la grosseur pour produire? Ou est-ce que il y en a un peu moins cette année, puis les joueurs en fin de ronde, c'est vraiment plus des joueurs de profondeur, si je peux dire ça comme ça? Ouais, je dirais qu'il y en avait quand même un peu moins cette année. Tu sais, les petits joueurs qu'il y avait, là, les Valentini, Steiner, Krenko, c'est plus des gars vraiment travaillants. Quoique Mooney est vraiment aussi travaillant, mais en termes de petits gars vraiment de talent, moi, j'essaie de voir. Il y avait Julian Mays, mais il n'a pas été repêché. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, j'essaie de voir, mais non, c'est ça, c'était pas la cuvée la plus profonde en termes de talent. C'est juste qu'il y a beaucoup de gros gars travaillants. Ouais, non, je vois pas vite fait de même là, peut-être un sleeper plus petit là. Ben, tu sais, moi, un joueur que j'aime beaucoup, je me permets de le plugger ici des fois mais c'est Ryder Cali. C'est pas le profil que tu cherchais, là, désolé, là. Il Ah, est mais sorti, c'est bien mais correct. Non, tu sais, ta question, c'est est-ce qu'il y a des joueurs qui sont obscurs, on va les appeler comme ça, qu'on a peut-être jamais entendu parler, mais que si tu veux avoir de l'air intelligent, tu le prends. Puis, ouais, Diomoni à Montréal, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais si tu habites justement en Ohio puis que tu vas à Miami University, ben, peut-être que tu pourrais repêcher Mooney puis tu as l'air d'un génie quand tout va bien, là. Je ne sais pas c'est quel joueur finlandais là, qui est finlandais ou suédois là, qui a 1 point par match, puis qui est avec les Pingouins, je pense. Son nom m'échappe, mais bref, il commence à être tard. Bref, ben, écoute, s'il n'y en a pas, tant mieux, là, c'est bien correct. ouais, ben, je vous reviendrai. On se refera un épisode. Je m'invite. Correct. Mais Ah, tu fais j'arrive. bien, on se refera ça. Ben là, ben, c'est super bien parce qu'on a reçu énormément de questions justement par rapport au draft. Moi-même, j'en ai. Je dois repêcher 7 joueurs. Là. Je reconstruis from scratch. C'est super intéressant aussi de, tu sais, de comprendre un petit peu comment tu as fait ton classement par rapport aux opportunités. On pourra le revisiter peut-être dans un an puis dire bon, mais est-ce que tu leur ferais tu sais, un redraft de pouce? C'est toujours intéressant aussi de le faire de cette façon-là. Mais je vais te laisser aller là-dessus. Simon, merci vraiment, vraiment beaucoup pour ton temps. Ça a été ultra intéressant. J'espère pour nos auditeurs et les gens qui nous écoutent sur YouTube là, que ça va vous aider à construire votre équipe de pool cette année. De notre côté, Oli va être de retour quand il va sortir de son marasme de maladie. Et on va commencer à publier des contenus là, rapidement au début du mois d'août. L'année passée, on a reçu quelques commentaires qu'on avait sorti une trentaine de contenus un peu trop limite, puis qu'ils n'avaient pas le temps de nous écouter. Fait qu'on va se mettre au travail au courant de l'été. Le repêchage, c'est toujours un bon moment. Je finis mes vacances après-demain, donc mercredi. Fait que je me remets au travail à partir de jeudi. Simon, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais un mot de la fin. On peut t'écouter sur ton balado Briser la glace ou te suivre sur Elite Prospect et autres plateformes sur lesquelles tu te fais inviter comme aujourd'hui. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Puis ouais, pour me suivre, là, c'est vraiment tous mes réseaux sociaux, c'est briser la glace, là, que ce soit Facebook, X et compagnie. YouTube, j'ai vraiment publié beaucoup de contenu C'est dans les super dernières semaines. intéressant. Parce que tu sais, là, tous les joueurs de qui a été question aujourd'hui, j'ai des vidéos d'eux à quelque part dans des vidéos. Tu sais, si vous regardez soit mes mock drafts ou tout ça, tu sais, oui, évidemment, c'était une prédiction du repêchage, mais c'était juste un prétexte pour vous présenter, vous parler de ces joueurs-là. Fait que, tu sais, il y a pour 9 minutes, je pense, de vidéo de Keaton Verhoff. Fait que si vous voulez aller le voir se planter tout seul
c'est là. Mais c'est vraiment intéressant Hem, parce que, tu sais, on en entend souvent parler de la façon que les évaluations sont faites dans il y a des bonnes moins, il y a un patin, ou quand ça va moins bien, c'est quand même les 2 pieds dans la même bottine. De le voir en même temps, tu sais, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ce genre mmh, de feedback-là. C'est c'est plus visuel, là, c'est un peu câble dit de même, mais c'est vraiment intéressant justement de l'analyser avec toi, de dire: «Ah ben, tu sors la séquence, puis quand tu me l'analyses, des fois, je le verrais pas de la même façon. Puis je suis quand même un joueur ouais. de hockey dans le sang, là, j'en ai écouté, j'en ai joué, mais c'est juste des subtilités de qu'est-ce qu'il fait avec la rondelle, où est-ce qu'il me regarde? Des fois, c'est con, mais c'est comme: «Ah regarde, il regarde à gauche, puis il devrait regarder à droite». Ouais, Sa ça, prise de sur la chaîne décision se fait d'Elite par là. Prospects, on a des analyses plus détaillées comme ça, là, si vous voulez aller écouter ça. Ouais, Euh, Puis aussi, tu sais, pour les espoirs repêchés des Canadiens de Montréal, entre autres Pougatchev puis Runso, tu sais, vous allez voir beaucoup de compilations, de highlights. Ça peut être trompeur des fois. Tu sais, les compilations de highlights, ça montre pas la constance d'un joueur, ses vraies habitudes. Fait que moi, ce que j'ai fait pour ces deux joueurs-là, c'est que j'ai sorti des compilations, mais sans trier, là. Fait que c'est 100% de ses entrées de zone, 100% de ses tirs tentés, mmh. mettons, ses feintes tentées. Fait que là, tu vois comme, ah, OK, ouais, le highlight que j'ai vu, là, de sa feinte en échappée, c'était une en 30, là. Ah, c'est Fait ça. que, Moi aussi, je suis capable des fois, mais pas souvent. ben, c'est ça. Fait que, tu sais, faut faire attention avec les highlights, là. Fait que, tu sais, je veux pas que ça ait l'air pessimiste, ces vidéos-là. Mais si ça vous intéresse, là, d'en apprendre plus sur ces joueurs repêchés-là par les Canadiens, je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne Briser la glace. Excellent, ben, merci beaucoup Simon, merci à tout le monde. On se revoit au courant de l'année pour, votre préparation de pool, 2026-2027 qui risque d'être, une année particulièrement difficile à prédire avec le nombre de transactions qu'il y a eu. J'ai du pain sur la planche. Aucune idée comment je vais faire pour prédire les Panthers de la Floride et les Capitals. C'est mon plus gros mot de tête depuis une semaine. Tout le monde, tu sais, un peu comme on disait un petit peu plus tôt pour les Sharks, tout le monde ne peut pas faire un point par match. Qui va le faire, qui le fera pas? Je vais avoir, un bon challenge. Donc, merci beaucoup, Simon. On te suit partout sur Briser la glace. Puis bye tout le monde. À la prochaine. Ciao!